Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Soir, votre programme vespéral sur les antennes d'Info TV au lendemain de la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 12 octobre dernier. Résultats rendus publics par le Conseil constitutionnel, c'était hier. 48 heures pratiquement, 24 heures pratiquement après la publication de ces résultats. On continue la série ouverte depuis hier, celle qui permet de donner les différentes lectures qui s'expriment derrière ces résultats. Au-delà des chiffres, quels enseignements, quels sont les messages diffusés par les chiffres sortis des urnes et publiés par le Conseil constitutionnel, les 53,66% engrangés par le candidat déclaré élu à cette élection présidentielle, le président Paul Biya, après 43 ans de règne et après plusieurs élections. Le chiffre réalisé par Issa Tiroma Bakari, finalement second à cette course au fauteuil présidentiel, avec un peu plus de 35%. Et les autres candidats engagés à cette course au fauteuil présidentiel, que peut-on lire lorsqu'on parcourt ces différents résultats? Avec nos invités ce soir, on va en parler. Avec vous également par vos différentes contributions sur la plateforme Info TV Cameroun ou à travers le code d'accès qui vous sera communiqué tout à l'heure par message simple ou par message WhatsApp. Vous également, vous participez à cet échange vespéral. Accueillons nos invités. Soum Silas, il est leader politique, président d'une formation politique, le PRP. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé, et merci de m'avoir invité. Déjà, si vous me le permettez, je vais dire juste un mot. Je félicite la victoire de son Excellence, M. Paul Biya, qui a été proclamé hier par l'organe légal à proclamer les résultats au poste du président de la République de notre cher pays, le Cameroun. Et laissons croire que ces organes respectent la stabilité du pays. Les hommes qui incarnent cette institution ont la crédibilité morale pour un Cameroun stable, uni et indivisible. Déjà, une fois de plus, félicitations à mon candidat. Que le bon Dieu vous donne la force pour un Cameroun uni et indivisible pour le règne de la paix. Bienvenue à nouveau sur le plateau. Alors, c'est terminé. La page de cette élection est refermée définitivement. Oui, l'élection présidentielle est terminée, mais la politique n'est pas finie. Donc il faut noter que le Parti républicain du peuple sera toujours à ses côtés, c'est-à-dire aux côtés du président de la République. À chaque fois, il aura besoin de nous pour un Cameroun uni et indivisible. Je rappelle que vous êtes un soutien du président Biya, membre du G20. Ce qui se passe aujourd'hui, oui, allez-y, monsieur. Ce qui se passe aujourd'hui en termes de manifestation, de contestation, vous inscrivez ça donc dans quel cadre? C'est un jeu démocratique, c'est un jeu politique. C'est une avancée démocratique dans notre pays. C'est les contestations qui sont légales, crédibles par la voie démocratique. Les contestations qu'on voit avec les casses sont crédibles et démocratiques? En fait, c'est un jeu démocratique maintenant. La barbarie qui s'ajoute à ça, c'est ça que la loi doit condamner. À ce moment, il est d'une importance capitale pour les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire les titulaires de l'ordre républicain, de faire valoir la loi. L'ordre doit régner par tous les moyens, parce que le Cameroun est un État de droit. Le Cameroun est un État démocratique, les institutions sont crédibles, l'élection a été transparente. Il n'est donc pas possible pour certains Camerounais manipulés par les politiciens véreux de se jeter à la rue pensant que c'est par la rue qu'on accède à la magistrature suprême. Non, nous avons accepté la République et nous devons respecter les institutions républicaines. Voilà qui est clair. Accueillons Dieudonné Tédissé, président national du PCPDC, une formation politique également connue au Cameroun, qui faisait partie des soutiens de Issa Tiroma Bakari, c'est ça? Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Vous savez, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Nous sommes toujours fidèles dans nos alliances. Je voudrais, pour ma première prise de parole, adresser mes condoléances à ceux de nos compatriotes qui ont perdu la vie et apporter mon soutien à Madame le maire de Douala deuxième, dont la maison a été incendiée. Et je voudrais également indiquer qu'on n'évalue pas la grandeur d'un gouvernement dans sa capacité à utiliser les gaz lacrymogènes ou bien les balles en caoutchouc, encore moins la grandeur d'un homme politique dans sa capacité à détruire les maisons des gens. Je voudrais indiquer que ce que je vois là aujourd'hui, à mon sens, à notre sens, au PCPDC, n'est même plus une crise de revendication post-électorale. Parce que je vois des enfants qui vont voler du poisson, et qui vont voler des sacs de ciment, qui vont voler des bouteilles de gaz,
je voudrais indiquer que nous, au PCPDC, nous entrevoyons cette situation non pas comme une revendication électorale, mais plutôt comme une crise du mal-être, du mal-vivre, de la famine. Et vous voyez les réactions des forces de l'ordre. On a deux réactions assez contrastées ici. Une de ces gens qui ont besoin qu'un gouvernement comprenne leurs préoccupations et leur apporte des solutions aux problèmes. De l'autre côté, les FMO qui, malgré le professionnalisme, sont pris dans l'entourloupe d'une élite politique qui est décalée de la réalité et qui se bat pour sa survie malgré la crise de légitimité. Donc, il est important aujourd'hui, pour ma première prise de parole, d'indiquer que une légalité sans légitimité est vide. On ne peut pas parler d'un roi qui n'a pas l'assise de son peuple. On ne va pas diriger les morts. Vraiment, j'appelle les uns les autres à la retenue. Où est le rapport donc entre légitimité et légalité et les morts? Oui, c'est assez important parce que, voyez-vous, Jean-Jacques, on ne peut pas aujourd'hui se réclamer d'avoir la légalité sans comprendre une partie du peuple qui crie. Je ne vais pas féliciter le candidat qui a été... pas toujours parce qu'on est bruyant, on fait beaucoup de bruit qu'on a raison. Je ne vais pas féliciter le candidat qui a été élu parce que je vais vous indiquer pourquoi. Je ne peux pas partir au mariage de quelqu'un, fêter plus que lui, ou à la fête de quelqu'un, fêter plus que lui. Mais féliciter ne veut pas dire fêter non, écoutez, plus que lui. Il est important, je vous le dis clairement. Oui. Je suis à l'habitude, vous êtes un grand journaliste. Quand il y a une élection, généralement les journalistes couchent celui qui a été élu pour tendre le micro pour avoir ses premières réactions. Bon, à date, il n'a pas réagi. Nous observons et nous espérons. Il n'a pas réagi dans un micro, mais il a fait une sortie. Non, écoutez... Mais il a fait une sortie. On ne découvre pas également l'acteur aujourd'hui. On connaît l'homme. La République des tweets ne marche plus, Jean-Jacques. Le peuple camerounais a besoin des hommes. Mais vous vivez avec lui depuis 43 ans au pouvoir, 43 ans. C'est pas aujourd'hui que vous avez demandé qu'on aille lui tendre le micro. Ça va se faire. La République des tweets ne marche plus. On a besoin des gens qui sont capables de descendre dans l'arène, parler aux Camerounais. Et il est important que entre leaders politiques, on se parle. Parce que cet égo surdimensionné ne peut pas nous faire avancer. Arrêtons l'orgueil et l'arrogance, ça ne sert à rien. La campagne est terminée, Monsieur le Président. Vous vous êtes rendu compte quand même? La politique n'est pas finie. Non, écoutez. Avant la campagne, il y avait le Cameroun. Pendant la campagne, le Cameroun. Après la campagne, il y aura le Cameroun. D'accord. Et donc, du coup, le Cameroun va au-delà. Vous ne prenez pas en compte la sortie du président élu qui a remercié ceux qui l'ont élu, qui a dit ce qu'il avait à dire, ça ne compte pas. Il faut qu'il prenne le micro, qu'il le dise à travers le micro. Je fais partie des Camerounais qui estiment que on ne peut pas nous diriger seulement par message interposé. On a besoin d'entendre des voix. Vous savez, quand vous dirigez un peuple, votre voix compte sur un certain nombre d'éléments. Et ici, il y a deux acteurs majeurs qui sont concernés par cette affaire. Vous avez vu les résultats. Donc, ce sont eux qui doivent prendre la parole à l'effet d'indiquer quelle est l'option que le pays doit pouvoir traverser pour que nous puissions être dans des eaux paisibles. D'accord. Un communiqué n'est pas une prise de parole. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on retient. Empruntez-moi l'argent, Jean-Jacques. Pas les mots. Non, c'est ce qu'on retient. Puisqu'il a quand même fait une sortie que vous estimez que ce n'est pas une prise de parole. Je ne veux pas... Bon, derrière les tweets, derrière le clavier, je peux prendre votre téléphone, j'envoie un message. Est-ce que c'est vous-même? Je pose la question. Pourquoi est-ce que vous faites un acte de filou? Si vous prenez mon téléphone, c'est la filouterie. Non, mais je ne réponds pas des actes de filou. Vraiment, ne me faites pas répondre aux actes de la filouterie. Benoît Feu-Dieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean Jarzé. Bonsoir aux co-discutants et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, curieusement en noir. C'est un peu curieux. Bien évidemment. Un noir avec le rouge qui se fait bien ressentir, qui symbolise le deuil et le sang. Parce que je vais commencer donc par m'incliner devant la mémoire de ces compatriotes qui soient tombés au cours de ces actes de vandalisme ou encore, je ne sais pas, des actes de début d'une insurrection pompeusement qualifiés de marche pacifique par leurs commanditaires. Et
j'ai hésité à dire compatriotes parce que certaines informations nous font état de ce que même certains étrangers qu'on a accueillis avec toute l'hospitalité qui tient se retrouvent dans le rang et ils sont peut-être aussi plus virulents même que les compatriotes qui savent ce qu'ils revendiquent. Alors, l'occasion également de dire ici que je ne sais pas, j'ai bien suivi ce que quelqu'un a dit effectivement, quand on tente à gouverner un pays, c'est pour gouverner les hommes et non les cadavres. L'occasion peut-être de passer aussi un message à son candidat dont il était allié, pour qu'il puisse bien retenir cette belle réaction, cette belle reprise qu'il a essayé de nous servir. Parce que moi, en marge de son candidat, j'ai bien peur que les hommes politiques ne disent pas la vérité au peuple. J'ai bien peur que sur un plateau comme nous sommes ici, comme je suis toujours avec M. Tadjesse, qu'ils rentrent et ne disent pas la vérité à leurs militants, que ce que vous voyez faire là, c'est le débat d'idées, c'est une gymnastique intellectuelle. Et qu'à la descente du plateau, parfois nous utilisons même les mêmes véhicules. Et lorsqu'on a même une minute, on s'assoit et on boit notre pot. Je ne sais pas s'ils ont peur de dire ça à leurs militants et ils le perdent progressivement. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, la haine qui se construit et qui est même en train de voir se construire davantage, tout à l'heure, il a adressé, n'est-ce pas, toute sa compassion à l'endroit de notre camarade, sœur, collègue, Denise Fampou, pour ce qu'elle a subi à Douala deuxième. Oui, vous allez constater que tout simplement, dans une certaine haine qu'on est en train de développer envers certains membres du RDPC. Je reste même d'abord dans la communication. Vous connaissez ce que certains de mes jeunes camarades de la communication subissent en ce moment à Douala. À cause des mêmes personnes par lesquelles votre candidat fait passer les messages de mobilisation ou encore de lancement des jeunes à la rue. Ils essaient de renverser la situation pour dire c'est un certain militant du RDPC, Charles Elisan, qui aurait monté le groupe pour aller faire incendier le domicile du maire. Et quelques jours avant, c'était ceux qui demandaient et qui sortaient les noms de certains jeunes camarades, les Yves Abama, où il faut, n'est-ce pas, tout faire pour prendre leur tête. Moi, je dis, c'est en ce moment que je ne comprends pas si les gens sont suffisamment éduqués même pour faire face à la démocratie. Est-ce que les gens comprennent que on n'est pas en guerre et que c'est les échanges d'idées? On vient de terminer, comme on l'a si bien dit, une élection. J'ai quand même aimé, je ne peux pas le mentir, parce que le discours de M. Tadjesse a été un peu apaisé. J'attends également pour quelqu'un le discours de quelqu'un ici, parce que je ne pense pas toujours que c'est une façon de se montrer important que d'être toujours en train de créer les fronts. On sort d'une élection. Oui, les règles sont bonnes, les règles ne sont pas bonnes. C'est avec ces règles qu'on est allé à cette élection. Et ce sont ces règles préalablement établies qui permettent, qui donnent la latitude à une seule institution de dire le dernier mot. Et l'institution a dit le dernier mot, l'élection est derrière. Qu'est-ce qui coûte en Afrique pour un Africain de féliciter celui avec qui ils étaient en compétition et qui l'a battu? C'est l'arbitre qui donne le dernier mot. Même dans un stade de football où nous aimons prendre les allégories avec le football, quelles que soient les fautes commises lors de la rencontre, à la fin, c'est l'arbitre qui siffle et il vous dit le score, c'est tel. Et on s'y conforme. D'accord. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Monsieur Tadjesse, vous êtes le président du parti politique, vous devez féliciter directement le candidat Paul Biya qui a été proclamé, élu par le Conseil constitutionnel, et laisser de troubler même la conscience des Camerounais dans ces histoires de un peu comme ça, un peu ce n'était pas très bien, ce n'était pas bon, c'était ceci, c'était cela. D'accord, on va avancer. Franck, en une minute, donc vous allez prendre la minute après. Permettez que les autres soient introduits à l'émission. C'est pas le ping-pong. Franck, bonsoir et bienvenue. Vous êtes
directeur de publication, vous êtes philosophe également. Au lendemain de la publication des résultats par le Conseil constitutionnel, bienvenue sur le plateau Le Grand Soir. Merci Jean-Jacques et merci pour l'invitation renouvelée. C'est toujours un honneur pour moi de participer à tes débats riches, intenses. Je dis un bonsoir à mes co-discutants, notamment mon Nyandom qui vient d'arriver. Je ne manquerai pas de saluer également vos nombreux téléspectateurs. Votre Nyandom, Sylvestre Lebel Niek, qui est cadre, très haut cadre de l'Union des populations du Cameroun, c'est le secrétaire général. Bonsoir et bienvenue. Jean-Jacques, bonsoir. Merci de me conduire à ce débat. Je voudrais dire un bonsoir particulier à mon ami qui venait de prendre la parole du RDPC. Qui... Benoît, c'est mon ami. Ah, d'accord. Je venais de le dire. Mais qui instruit qu'on leur fasse des félicitations? Je dis encore, ils sont habitués aux instructions. Non, c'est pas le moment. Ils sont habitués aux instructions. Vous allez féliciter. On ne va pas instruire pour les félicitations, au moins. Qu'ils laissent des gens prendre acte de ce qui s'est passé. Je pense qu'on aura l'occasion de le faire. Il vous supplie maintenant de le faire. Non, il l'instruit plutôt. C'est ça qui est gênant. mais j'ai appelé un certain nombre d'amis hier qui sont du RDPC, notamment ceux que je ne soutiendrai pas ici, François Bikoro. Je leur ai dit à eux, félicitations, parce que moi j'ai pris la peine de savoir qui a fait quoi. Je ne félicite pas le chef de l'État. Je dis, les gens sont certaines personnes qui ont quand même pu avoir des votes gagnants chez eux, dont François Bikoro. Maintenant, je vais voir ça à Yaoundé 7. Mon ami le conseil municipal a pu gagner. Auquel cas j'ai fait. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra qu'on passe le message plus tôt. Parce que le rôle des hommes politiques que nous sommes n'est pas de détruire le Cameroun, il faut le dire clairement. Maintenant, la décision commence par quoi? Parce qu'on tient compte des conséquences, pas des causes. Je pense qu'on va y arriver tout à l'heure. La première cause de la décision d'un pays, c'est s'accaparer de tous les biens de ce pays. Et nous savons qui le fait. La deuxième cause, c'est de ne pas sanctionner ceux qui s'accaparent. Parce qu'en fait, le message qui est porté, c'est que on a 63 ministres et assimilés à peu près. 15 ont pu tirer le épingle du jeu. C'est le message principal. C'est dans l'émission, là. Bien sûr. On n'a pas de choix. Je suis venu pour ça. Quel est le message lorsque des ponctes du régime ne sont pas élus chez eux? Ou quelquefois, ils font tout. La pluie, le beau temps. Ils payent l'école, ils donnent l'argent et tout, mais ils ne sont pas élus. C'est un message qu'on doit décrypter. C'est pour ça que je dis, pour mon ami particulier, qui est là avec moi sur le plateau. Benoît, c'était comment à Yaoundé 7? Je vais voir si Yaoundé 7 a gagné. Non, Yaoundé 7 a gagné. Ok. Dans ces conditions, félicitations pour Yaoundé 7. C'est la victoire globale ou bien Yaoundé 7 a gagné? Je reviens. Yaoundé 7 a gagné. Faites pas comme on voit à l'ouest. Non, Yaoundé 7 a gagné. Les meilleurs résultats mais attendez, je voudrais vous dire, Yaoundé 7 a gagné. Et Yaoundé 7 a gagné. Oui, non, Yaoundé 7 a gagné. Je ne me le fais pas dire. Tout est à faire. Yaoundé 7 a eu. Son grain n'est pas très bon, mais il a quand même eu 49, au moins 49%. Ça veut dire que le candidat du RDPC est venu devant. Mais je vais le dire sans le cacher que Yaoundé 7 en général, où moi-même j'étais membre de la zone. Mais là où dans mon secteur, moi-même, où j'étais président de secteur, j'ai perdu. Ah, vous avez perdu. Non, il faut dire la vérité. J'ai perdu dans mes bureaux de vote, ou dans mon secteur, où j'ai 13 bureaux de vote, j'ai pratiquement perdu. Ça, il faut le dire. Et c'est ce que j'ai appris, Jacques. Je voulais que mon ami, très cher ami, dise que là, il était chef de secteur, il a perdu. Oui, j'ai perdu. Maintenant, est-ce qu'il mérite mes félicitations? J'ai dit un peu. Non, comment? Puisque déjà, c'était pas facile. Non, oui, puisqu'il faut aussi noter. Et c'est juste à ce niveau que ça entre dans notre débat et c'est très important. Parce que on paie, mais on ne paie pas. Parce qu'on ne pèse pas. Parce que dans la démocratie n'est pas faite pour qu'on gagne partout. Et c'est ça là. Et c'est juste ce problème qu'on a aussi avec les partis de l'opposition. Parce que les partis de l'opposition, ils gagnent dans certains fiefs, ils applaudissent, on est fiers. Mais une fois où le RDPC gagne quelque part, il y a fraude. D'accord, on affiche la thématique. Chez moi, par exemple, vous arrivez, il y a des zones qui sont à peu près comme les coins, les fiefs de l'opposition. Ça veut dire que quand vous arrivez là, vous réussissez à sortir au moins la moitié des voix par rapport à celui qui a gagné. Ça, c'est un succès. S'il y a peut-être 3000 voix et que vous réussissez à sortir 1200 là, même quand vous avez perdu, celui qui a gagné, dans un coin où il prend 200 voix, il gagne, il ne peut pas se vanter devant vous. Parce que vous avez réussi à puiser 1000 voix.
Donc c'est un peu aussi ça la démocratie. Quels sont les messages derrière les chiffres officiels rendus publics par le Conseil constitutionnel? Franck Masson, est-ce qu'il y a des lectures particulières? Le président Biya est vainqueur avec 53,66%. C'est le plus mauvais score depuis 92 réalisé par l'homme du renouveau. Oui, la première lecture qu'il faut faire... Depuis après 92. Depuis après 92. On met un peu 92 entre parenthèses. Voilà. C'est d'abord, je peux dire, l'influence du parti au pouvoir. Parce que nous n'allons pas le démentir, ce parti a une ancrage territorial incontestable. À ce que je sache, c'est le seul parti qui soit en mesure de couvrir les 31 000 bureaux de vote. Mais il a 53%. Oui, il a 53%. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y explique? Parce que si on s'en tient au fichier électoral, qui est de 8 millions, et vous avez approximativement 4 500 000 qui votent, vous voyez que le taux d'abstention est important. Et ça traduit un défaut de culture politique. Qu'est-ce qui peut donc expliquer les 35%, on peut dire, du deuxième? À mon avis, ce sont des frustrations, c'est de l'aigreur. Vous voyez, il n'y a pas dans le fond de pertinence au niveau de la psychologie des électeurs. La preuve en est que vous avez vu tous les jeunes qui ont été arrêtés par les forces de maintien de l'ordre. Vous voyez comment ces jeunes s'expriment. On comprend très bien que ces jeunes n'ont pas de clairvoyance, encore moins de lucidité. Vous voyez très bien que une partie de l'opposition a surfé justement sur les conditions auxquelles ces populations, ces jeunes sont exposés. Ouais, se sont appuyés sur ces populations pour tenter de bouger les lignes. Mais ça n'a pas été le cas. Mais il faut bien le reconnaître que le parti au pouvoir exerce une influence certaine sur le territoire camerounais. Alors, est-ce que le parti au pouvoir devrait célébrer 53,66%? Ben, pourquoi pas, avec l'ancrage territorial que vous avez indiqué, avec la forte machine que vous décrivez, est-ce qu'il faut célébrer 53%? Oui, il devrait le célébrer. Pourquoi? Parce que son bilan est mitigé. C'est un bilan qui est discutable au regard des conditions de vie. Célébrer en disant quoi, nous venons de loin. Voilà, bien sûr, au regard des conditions de vie auxquelles les populations sont exposées. Vous voyez? C'est une victoire, mais on l'a échappé belle. Oui, on a échappé belle, bien sûr, il faut le dire comme ça. John Netedissé, 53% pour le candidat réélu, 35,19% pour le suivant, un peu moins de 4% pour le troisième. Est-ce qu'il y a des lectures particulières au regard de ces chiffres? Jean Jarzé, la première lecture, c'est qu'il y a un divorce profond entre la classe politique camerounaise et le bas peuple. On a une certaine classe politique. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez eu des gens qui pensent que l'avènement du décret leur donne la science infuse. L'arrogance, le mépris, l'assurance permanente. Là, vous parlez du RDPC. Oui, oui, bien évidemment. Il faut bien parler tout le monde. Oui, oui. Là, on comprend que vous êtes dans le cas du RDPC. Oui. Donc, et en dehors de ce point particulier, il se trouve que une certaine élite politique a construit son existence sur le messianisme politique. C'est quoi le messianisme politique? On a construit un messianisme qui consiste à dire que c'est X ou Y qui a été désigné pour nous amener vers les terres promises. Or, à l'évidence, les populations de Cameroun, observant la situation, se rendent à l'évidence que sur les questions de santé, sur les questions de sécurité, bref, ils se sentent abandonnés. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a proclamé un candidat élu. Il faut que nous nous interrogions. Est-ce que les militants sont suffisamment formés à la question civique et patriotique, ou alors les militants sont seulement là pour aller vers là où on a donné des tricots, là où on a donné un pain, là où on a donné une sardine, là où on est venu dire comment tel est beaucoup plus beau ou tel est beaucoup plus noir. Les leaders politiques, nous y compris, devront comprendre que aujourd'hui ces chiffres indiquent clairement que l'école de la formation des cadres n'existe pas dans beaucoup de partis politiques. Les gens sont formés à la haine, à l'ensauvagement, au lieu de venir faire des propositions concrètes. Finalement, vous voyez le résultat aujourd'hui. Finalement, les gens se disent, bon, ils disent qu'on ne peut pas faire X, on ne peut pas faire Y, tel ne peut pas perdre, tel ne peut pas gagner. L'abstention est ouverte. Qui a plus de 42%. 42%. Preuve de ce que il y a une majorité silencieuse de notre population qui se sent abusée, qui se sent abandonnée. Et il est urgent aujourd'hui, ça c'était le premier tour,
Parce que le deuxième tour arrive en termes de municipal et législatif. Il va falloir qu'au deuxième tour, que la leçon qui a manqué d'être bien infligée puisse être accentuée. D'accord. À le faire restons au premier tour. Restons au premier tour. Le président gagne avec 53%. Vous dites que c'est pas suffisant ou c'est bon? Victoire, c'est victoire. En fait, ça c'est une victoire où le Coton Sport a vraiment malmené le Real de Madrid, hein, Jean-Jacques. Mais on le sait qui a gagné. Oui, je vous dis que on cherche pas celui qui a eu la meilleure position de base. Ça c'est le genre de victoire où c'est pratiquement avec beaucoup de sueur. Ce n'est pas le parti. Il faut que vous soyez modeste parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez 31 000 personnes à le bureau de vote. Moi, je connais les bureaux de vote là où vous n'étiez même pas représentés. Nous étions présents avec Elecam et le représentant de l'administration. D'accord. Donc, soyez modestes. Avançons. Donc, ces chiffres indiquent clairement qu'il y a un divorce entre la classe politique de Mamadou Bineta et une nouvelle génération de Camerounais qui ont besoin d'avoir un discours nouveau, qui n'ont plus besoin de venir dire comment telle est de telle tribu, telle est de telle tribu. Alors, ça n'a pas marché pour eux. Oui. Et l'autre génération a fait comment? Ça veut dire qu'en face, ils n'ont pas trouvé ce qui manque au RDPC. Non, en fait de situation, Jean Jarzé, je ne vais pas venir faire un procès en sorcellerie ici. Il se trouve que dans la transcription, et là je voudrais convoquer l'article 40 alinéa 1 de la Constitution, qui prévoit que le Conseil constitutionnel est juge de la régularité des élections présidentielles, législatives et consultations référendaires, et en proclame les résultats. En termes de régularité, vous ne me démentirez pas ici ceux qui m'écoutent. Pour ceux qui ont été dans les bureaux de vote, je voulais d'ailleurs saluer la présidente de mon bureau de vote qui a été... On va analyser les chiffres. Hein. Oui. On veut analyser les chiffres parce qu'il y a certainement des messages derrière ces chiffres-là. Oui. Vous avez dit 53% pour Paul Biya, c'est qu'il y a une rupture entre lui et le bas peuple. Oui. Alors, l'ensemble de l'opposition tourne autour de 42%. Est-ce que le message également était brouillé? Non, l'ensemble de l'opposition ne tourne pas autour de 42% parce qu'il y a une opposition qui est alliée subalterne du RDPC. D'ailleurs, vous avez vu... Laquelle? Mais attendez un peu. On n'a pas attendu que tout le déroulement soit fait pour que certains candidats de l'opposition commencent à se disloquer en félicitant le candidat en face. Pourtant, il y a des griefs. Non, Jean Jarzé. Je ne t'ai dit, monsieur le président, avançons un peu. Jean Jarzé. Analysons les chiffres. Jean Jarzé. Oui. Il y a une certaine opposition qui a l'habitude de brouiller et les gens sont dégoûtés. Oui. En termes de ces chiffres, je dis qu'il y a une rupture fondamentale et que nous devons nous remettre en cause pour pouvoir changer le message adressé aux Camerounais. Comment allez-vous changer le message quand l'opposition ne croit pas en elle-même, qui pense qu'il y a... elle croit. Mais votre discours montre que justement l'opposition ne croit pas en elle. Elle croit. Vous ne voulez pas qu'on globalise le chiffre de l'opposition parce qu'il y aurait eu des gens... Elle croit fermement parce que la mobilisation qui était la nôtre dans le cadre de l'alliance que nous avions avec le FSNC a démontré qu'il y a des citoyens qui croient en nous. La preuve, c'est... Mais là, vous êtes sérieux. Oui, oui. C'est-à-dire que vous faites 7 ans de combat sans Chiroma, il arrive 3 mois après, juste avant les élections, et là vous trouvez que c'est là-bas qu'il y a l'opposition sérieuse. Non, écoutez, nous avons... Non, je veux comprendre. Nous avons apporté notre soutien au FSNC parce que c'était l'expression de la dignité d'un peuple qui refuse de vivre à genoux. D'accord, d'accord. Lecture des chiffres, Silas Soum, est-ce que cette victoire du RDPC, par exemple, votre allié, le président Paul Biya, mérite d'être célébrée? Bien, il faut noter que c'est une avancée démocratique. On ne va pas toujours tout le temps penser que c'est un parti unique. Pour le Parti républicain du peuple, nous pensons que c'est une avancée démocratique. On a avancé favorablement sur la culture politique où le peuple a choisi délibérément sa chapelle politique et l'idéologie de ceux qui les aspirent. On ne va pas plaire à tout le monde. On n'a rien sans rien. Moi, je pense que ces chiffres sont à saluer pour, c'est-à-dire une volonté qui a été impulsée par un homme. Nous sortons des partis uniques pour le multipartisme. Ceci donne foi à plusieurs formations politiques où les concitoyens adhèrent et participent au jeu politique et démocratique, et qu'aujourd'hui, on a prouvé au monde entier que le Cameroun est un État de droit, dont les institutions sont crédibles et républicaines.
Ces chiffres sont à saluer en tant que républicains. On a l'habitude de voir 98. Score à la soviétique. Voilà. Oui. Donc, aujourd'hui, je salue la maturité politique et démocratique du peuple camerounais si nous arrivons à ce chiffre 53-35. C'est une avancée. Donc, vous n'êtes pas avec ceux qui pensent que c'est une toute petite victoire pour quand même un régime qui est là depuis plus de 40 ans. En fait, le régime a fait preuve de démocratie. Le régime a fait preuve de volonté à écouter et à rendre les élections transparentes et crédibles. D'abord, les représentants, les observateurs internationaux ont salué la façon dont l'élection a été crédible et transparente au Cameroun. Jamais vu dans la sous-région. Je suis dessus de par mes compatriotes aujourd'hui qu'ils pensent qu'il n'y a pas de la maturité politique. C'est faux. Ça, c'est une preuve de la maturité politique pour le peuple camerounais. Donc, essayons un peu de respecter le Cameroun, essayons un peu de respecter les Camerounais, essayons de les taxer des gens qui ne se soucient pas de leur propre destin, de leur propre avenir, pour avoir pris une décision qui crédibilise le Cameroun à l'échelle internationale. Retenez que le Cameroun est notre destin. On ne peut pas dire que ces chiffres, c'est de la maturité. En fait, pour moi, c'est une avancée politique. Modo. Alors, vous avez le RDPC qui revendique avoir au moins 3-4 millions de membres dans le parti. Il y a le G20 plus beaucoup, vous êtes dans le G50 pratiquement. Il y a les Serbies, les Presby, et tout cet ensemble autour d'un candidat qui s'en sort avec 2 millions de voix seulement. Oui, même à l'intérieur, il y a la démocratie. Ah, donc à l'intérieur, on peut choisir de ne pas le voter. Parce que c'est la démocratie. Bien sûr, c'est ça la démocratie. Je peux être avec vous, mais je ne partage pas votre opinion. Mais ça ne veut pas. On peut avoir des divergences, on peut avoir des désaccords, mais ça ne veut pas dire. On a dire... sensiblement 3 millions de personnes encartées. Non. Qui disent être des cadres, on a 4 millions, on a 4 mais qui ne réussissent pas à donner 3 millions de voix au président. On a 4 millions de votants. On a 4 millions de votants. Je parle du RDPC d'abord. Non, les votants se fait recenser à hauteur de 4 millions. Peut-être qu'on comprend, on se comprend pas. Non, beaucoup. on se comprend. On se comprend. Ce ne sont pas les soutiens du RDPC qui constituent les 4 millions de votants. C'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Non, on se comprend. D'accord. On se comprend. On se comprend. Donc, les votants étaient à 4 millions. Oui. Maintenant, alors le RDPC seul aurait pu fournir 4 millions de votants. Si on écoute le discours qui dit que de la cellule au bureau politique, nous sommes déjà 4 millions. Donc on peut y a gagner. Mais sauf que le président a 2 millions de voix seulement. Non, ça c'est le discours d'un homme. Je vous ai dit ici que l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un individu. Et que la politique était le choix du préférable et du détestable. Maintenant, ceux qui ont voté le président Biya sont ceux-là qui préfèrent... On est d'accord que le RDPC n'a pas voté. Non. Je n'entre pas dans ce débat. On est dans la lecture des chiffres. Hein. Non, le RDPC, je ne suis pas du RDPC. Je vous ai dit, l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un individu. Je soutiens un individu. Le Parti républicain du peuple a voté le président Paul Biya. Parce que vous avez vu notre... Vous n'avez pas pesé alors? Non, on a pesé. Si on arrive à 53% pour nous, c'est une avancée politique. On s'imagine que si vous n'étiez pas là, c'était la catastrophe. Effectivement. Chaque fois compte à une élection présidentielle. D'accord. C'est peut-être le bel lien sur la lecture globale qu'on peut faire des chiffres rendus publics par le Conseil constitutionnel. Jean-Jacques, vous avez choisi de faire mal. Bon, vous avez choisi de faire mal. Et moi, je vous accompagne. C'est vous qui avez mis ça dans les chiffres. C'est pas pour faire mal, c'est pour qu'on comprenne. Non, parce le mal là est pour faire... Parce qu'en fait, quand on veut faire une blessure, il faut la curer sérieusement. Oui. Et c'est votre rôle, c'est ça qui me préoccupe. Sur le plan global, je commencerai par la structure des électeurs. Dans les 8 082 692... 8 millions. 8 82 192 inscrits, il y a un déficit de jeunes de près de 2 millions. Parce que de la structure du corps électoral. Les jeunes ne se sentent pas tout à fait encore, permettez-moi d'utiliser ces deux adjectifs-là, intéressés par la chose politique. Pourquoi? On leur a fait croire qu'on ne peut pas changer les choses à travers le vote. Première chose. La deuxième chose, c'est que dans les 8 82 000 inscrits, il y a pratiquement un peu moins de la moitié qui n'a pas voté. On n'a pas encore la structure des non-votants, parce qu'on va la voir certainement après. On a juste le chiffre. Hein, on a le chiffre. 42,7% pratiquement. Et lorsque dans les 42,7%, vous avez quelqu'un
qui a 2 444 000 à peu près. Ça nous renvoie d'abord sur le plan global à revoir nos convictions. La première, c'est que le mensonge en politique paye cash. Mes amis du RDPC qui ont trompé Paul Biya en disant que nous sommes représentés partout, c'est faux. Une sous-préfecture n'est pas égale à une section RDPC. C'est vrai. C'est faux. Parce que si on fait le calcul arithmétique politique, qui veut dire que de la cellule à la section, en passant par le comité de base, sous-section et section, ils sont dans les 6 millions. Parce que au Cameroun, il y a au moins 2 sections ou 3 par arrondissement. Il y a une section par arrondissement. Au moins par arrondissement. Oui. Et si vous faites ce calcul, le RDPC en termes d'encartement serait entre 4 et 5 millions de militants. Si j'ajoute à cela les alliés, le G20, le G40 et autres, Le G50 même. ils seraient normalement à 8 millions. Lorsque leur champion n'arrive qu'à faire un peu plus du quart des inscrits, un peu moins de la moitié de ce qu'ils prétendent avoir, parce qu'en fait, les caisses du parti sont pleines à l'heure actuelle. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, je l'ai souvent dit ici, c'est que lorsqu'on veut devenir président de section, les statistiques tiennent de quoi? Des fils synoptiques, lorsqu'on veut on renouvelle les organes de base. C'est là où on commence le mensonge en interne. Celui qui veut être président de section à Nguelmune de quoi achète les cartes pour ses votants. Il ne faut pas savoir d'où ils viennent. Ils peuvent même de l'UPC. On achète les cartes et les vignettes. Le gars qui vient en contrôle regarde le nombre de cartes et l'argent à côté. Là, oui. Il s'arrête là. Mais généralement, le vote trahi, ça met donc le mensonge dehors. Première chose, c'est que la certitude où on est partout est fausse. Si elle n'est pas fausse, c'est que le combat à l'intérieur du RDPC est plus grave qu'à l'extérieur. Mais moi, je voudrais croire que ces militants sont disciplinés comme le monde lors des fêtes. J'ai vu les gens flanquer hier, j'ai été content, y compris quelqu'un que je n'attendais pas là-dedans. Je ne vais pas le citer ici, par respect pour son âge. On se comprend. Hein? On se comprend. Bon, mais il a dit que les gens sont contents pour son travail et pour le gain de leur candidat. Pour leur candidat. Voilà. Il a été clair. Donc, en fait, le premier mensonge, c'est que ce qu'on dit tous les jours qu'on est partout, ce n'est pas vrai. On est partout parce qu'on a confondu l'administration qui malheureusement se mêle de tout RDPC. On a vu des préfets prendre part au meeting du RDPC. On a vu des gens bagarrer. Mais en tant qu'autorité administrative, pour l'encadrement. Pourquoi ne vont pas ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas vu un préfet ailleurs. Le principe, c'est qu'il devrait y être. Il devrait y être. Voilà. Mais ils n'y vont pas. Ça veut dire qu'en fait, nous confondons l'administration camerounaise au parti politique qu'on appelle RDPC. Parce que ça a été fait avant. Mais je pense que la première chose à faire, c'est que les gens commencent à découvrir le faux. Que les chiffres avancés sont faux. Et la première personne qui en a parlé avant, c'était Timivuna, qui disait que lorsqu'on est avant les renouvelles de compte de base, il n'y a pas d'argent dans la caisse qui passe par-ci. Les caisses étaient vides. Vide. C'est lorsqu'on renouvelle que l'argent arrive. Ça veut dire qu'en fait, le renouvellement est l'occasion de faire le faux. Ce faux peut se transposer aux élections. Donc, première chose, évitons de mentir en interne. On peut dire à Paul Biya, là où nous sommes là, vraiment, les vrais chiffres, c'est qu'on a 1,5 million. Mais avec nos alliés, ils pourront nous amener tous des 500 000 pour arriver à 2 millions et poussière. Le deuxième mensonge, c'est que les alliés, Paul Biya n'a pas choisi d'alliés. Parce que personne n'a discuté avec lui. Les gens, pour le tromper, ont fabriqué d'autres alliés, fabriqués comme à l'UPC. On a fabriqué quelqu'un qu'on dit allié de Biya, qui ne vaut rien. La preuve, regardez les chiffres, quand je dis que... il faut regarder dans son renseignement. Que chaque allié nous dise ce qu'il a pu apporter à Paul Biya dans son département, dans son arrondissement, c'est encore le mensonge. Tout ça concourt à... Encore qu'on devrait voir si ces alliés ont effectivement les militants, qu'ils ont des adhérents. Ils ont même fait la campagne. C'est ça le problème. J'ai dit, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à se faire un magot de guerre. Parce que lorsque j'ai créé 2 ou 3 alliés, je vais dire que j'ai financé et tout et tout. Le président Paul Biya est rassuré. Maintenant, il faut qu'il sache qu'il est victime du mensonge. Parce qu'en fait, cette victoire, entre guillemets, a été très laborieuse. C'est moins dit d'ailleurs. C'est-à-dire que si on donnait le résultat le même jour, je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé là. La deuxième chose maintenant, quand tu as l'opposition, parce qu'il faut quand même mettre tout dehors, hein, on est là pour ça. Lorsqu'on regarde le score des opposants, vous avez bien dit que on a les 4 premiers. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui apparemment ne vient que d'arriver dans l'opposition, non, ne vient que de réarriver? Parce qu'il y était avant. Il est arrivé il y a 4 ou 5 mois, qu'il dame l'opium à tous les autres, en ayant officiellement 35% des 4 610 000 qui ont valablement exprimé leur suffrage. C'est une autre question.
c'est pas seulement... On voit seulement la rupture vis-à-vis du pouvoir en place. Il y a une rupture de l'autre côté également. Ça veut dire que le discours générationnel ne passe pas. Je vous dis, la structure globale de l'électorat, les jeunes ne sont pas beaucoup. C'est-à-dire que le discours, ceux qui pensent que comme je suis jeune, alors, se trompent. La majorité des votants ici, c'est les adultes. Est-ce que les adultes font le choix de leurs congénères ou ne font pas confiance à ceux qui n'ont... La solidarité générationnelle. Ou la solidarité générationnelle. C'est autant de choses qu'il faut regarder aujourd'hui. Et la conclusion, c'est que tout reste à faire. D'accord. Tout reste à faire pour l'opposition. Et au RDPC, je pense qu'il faut déjà comprendre que ce qui arrive là, et là j'ai apprécié ce matin, il y a deux journaux qui ont montré la courbe descendante. Il faut comprendre que le jour où on va arriver à un système où le vote va être proclamé 48 heures après. 48 heures, c'est tard. Ça va être, non, 48 pour être raisonnable quand même, parce que, je dis 48 heures. Ça va être très difficile, parce que je ne suis pas de ceux qui sont formels, que les 15 jours je peux voler. Mais en réalité, lorsqu'on... Et si on vous vole en un jour? Non, c'est difficile de voler en un jour. Comment tu veux que c'est difficile? Mais là, je voulais terminer pour la machine. Vous faites comment? C'est beaucoup plus compliqué. C'est facile de voler en un jour, en une semaine. Jean-Jacques, je viens encore au... On a vu les chiffres dans un pays où sur la géographie. On va permettre aux autres de réagir. Tout à fait. Pour qu'on se comprenne bien. Benoît, on a l'impression justement que pour le camp d'en face, entre guillemets, le RDPC est en chute. Le RDPC ment au président national ou se ment lui-même, que les résultats qui sont obtenus amènent à constater que certainement à l'intérieur, c'est grave. Effectivement, il y a un mensonge. Mais il faut savoir qui est porteur du mensonge. Le mensonge, c'est ce qui a été dit par le copuliste tout à l'heure. Allons-y. Vous savez, je vais d'abord éclairer cette histoire de 4 millions de militants ou pas. C'est vous qui avez dit ça, hein, c'est pas nous. C'est nous qui avons dit. Oui, okay. Oui, et nous assumons. Je voudrais d'abord vous dire que lorsqu'on parle des militants, les militants, ce n'est pas la population, ce n'est pas l'électorat du RDPC. Il faut déjà faire la différence entre la population militante et la population électorale. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir dans les 4 millions de militants. 1 million seulement d'inscrits. Non, je ne suis même pas à ce niveau. On milite dans le RDPC à partir de 15 ans. Ça veut dire que vous pouvez facilement sortir, pourquoi pas, 500 000 à 1 million de jeunes entre 15 et 20 ans. Je dis il y en a, ce n'est pas que je pense. Nos cadets de attendez un peu. Monsieur Jean Jarzé. Monsieur Jean-Jacques, Monsieur Jean-Jacques, celui qui vous parle, celui qui vous parle, en dehors d'être de la communication du RDPC, préside une sous-section. Je vous dis donc que lorsqu'on fait les fichiers du RDPC, chaque comité de base, quand on parle de comité de base dans le RDPC, c'est en 3 organes, c'est-à-dire l'OF, l'OJ et l'RD. En OJ, c'est ouvert. On prend les enfants à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans. Donc, ah bon? Seulement? On les prend seulement. Attention. Ouais. On prend seulement jusqu'à 20 ans. C'est ça? Je vous dis que, après quand je vous dis de 15 à 20 ans, ça veut dire de 15 à 20 ans, c'est un enfant qui ne peut pas encore voter. Elle ne fait pas encore partie de la population militante. Oui, non, les tests prévoient comme ça. D'accord. Ça, la politique, on fait, et on peut faire la pépinière politique. Ce n'est plus l'école des écoliers, la politique aux politiciens, c'est fini? Vous voyez, lorsqu'on veut déconstruire son mensonge, il y a d'abord, donc tout simplement, c'est pour vous dire qu'on ne prenne pas 4 millions de militants comme 4 millions d'électeurs. Il faut d'abord effacer cette théorie-là. Cette théorie-là, il le sait que mieux que quiconque. C'est lui, c'est-à-dire qu'il maîtrise les tests du parti plus que tous. Les tests du parti sont clairs. On adhère à partir de 15 ans. Ce n'est pas moi qui ai écrit, ça ne s'invente pas. Et c'est comme ça. Mais donc il faut déjà... vos mains, oui, il faut donc faire cette différence. Voilà. Il faut donc faire cette différence. Donc, cette chanson qu'on aime reprendre le refrain à tout instant, le RDPC a dit qu'il a 4 millions. Pourquoi il n'a pas 4 millions de fois? Mettez ça donc, retenez une fois pour toutes que 4 millions de militants ne veut pas dire 4 millions d'électeurs.
j'efface d'abord ça. Voilà. Deuxièmement, je pense que lorsque vous parlez de l'abstention sur le plan national, votre abstention convient seulement à ceux qui ne sont pas allés voter et vous ne cherchez pas là où ils viennent. Ils peuvent sortir du RDPC, du parti de l'opposition, ou ils peuvent être même de la société civile. On peut les retrouver partout. Ça, c'est une chose qu'on doit prendre en compte. Parce que je crois que depuis un temps, et nous avons tellement œuvré pour cela, et monsieur ne va pas me démentir, quand chaque fois nous venions ici nous poser la question pourquoi les jeunes ne veulent pas aller aux élections, pourquoi les jeunes ne votent pas, pourquoi les Camerounais ne votent pas. Vous les prenez à 15 ans et vous ne réussissez pas. Monsieur Jean Jersey, oui. Laissez-moi développer, comprenez bien ce que je dis. Non, lorsque vous me relancez, vous me coupez, plutôt vous me troublez. Je suis en train donc de dire ceci, que ceux qui sont inscrits même sur liste électorale ne vont pas tous voter. Mais vous demandez au RDPC que tous les militants du RDPC qui sont inscrits devront absolument voter pour être militants. Ça va de soi. Je vous pose donc la même question. Oui. Si il y a 8 millions qui se sont inscrits, ils ne sont pas allés voter, on n'a que 4 500 000. Donc les autres 4 millions aussi étaient que les militants du RDPC. Pour que le RDP explique pourquoi tous les militants ne votent pas. Donc, oubliez d'abord ce problème de vote avec le nombre de militants parce que nous avons une culture politique ainsi. Elle n'est pas originale au RDP, elle n'est pas particulière au RDPC. Le Camerounais, c'est aujourd'hui qu'on amène le Camerounais à exprimer son vote. Et dans le RDPC, il faut vous le dire sincèrement que dans le RDPC, d'aucuns se voyaient aussi majoritaire que certains militants se disent même si je n'aime pas voter, nous allons toujours gagner parce qu'on est tellement nombreux qu'une partie pas voter, on va gagner. Alors on voit les abstentions là-dedans. Et cela peut expliquer parce que ce n'est pas cette année seulement que vous pouvez analyser. Même si on prend en 2018, le RDPC a voté environ 2 millions. Bon, bref, le candidat Paul Biya a eu environ 2 500 000 voix. Et c'est tout à fait normal. Et nous n'avons jamais, c'est vous qui nous apprenez ici à sous-estimer nos alliés. Nous connaissons qu'un allié. Sa personnalité seulement, même avec une voix, c'est plus une voix, ça entre dans le décompte. Nous ne cherchons pas ça. Une bonne comptabilité. Mais vous avez tous ces alliés-là qui font le tour des réseaux, sur les médias, qui font les conférences de presse, qui s'habillent bien, qui parlent bien. Oui. Les résultats des courses, on ne le sent pas. Monsieur Jean Jersey, Monsieur Jean-Jacques, si ces gens même sont utiles, si vous en avez besoin. Je vais être vrai ici. Voilà. Vous m'avez posé une question d'entrée de jeu ici que Yaoundé 7 a fait comment? Je vous ai dit que Yaoundé 7 a gagné, le candidat RDPC a gagné. Et je vous ai fait la précision que mon secteur où j'étais président du secteur, je n'ai pas gagné. Alors, mais ce que vous ne savez pas, je venais de le dire encore ici, c'est que oui, j'avais environ 15 bureaux de vote. Ce n'est pas dans tous les bureaux de vote que j'ai perdu. Mais le total me donnait perdant. Mais je suis l'homme le plus célèbre de cette zone, et pour ne même pas dire de Yaoundé. S'il faut dire, on va au vote. Ça veut dire tout simplement que... Le cycliste qui était dernier, il est plus célèbre que le vainqueur. Hein. Oui, donc, c'est pour vous dire donc, c'est pour vous dire, en matière de vote, vous ne pouvez pas vous poser toujours la question que pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas allé voter? Chacun va donner sa leçon. Chacun va vous dire pourquoi. Donc, vous faites avec ceux qui sont là. On a toujours fait avec ceux qui sont là. Mais je vais vous dire que, à ce qui regarde le RDPC, le score du RDPC à 53%. Bien 53%, que c'est 53,66%. De 4 610 000. Bien évidemment que ce soit insuffisant. Sur 8 millions. On pourrait attendre plus. Mais je vais vous dire une chose que j'ai dit sur ce plateau. Même quand plus tard j'entends, on nous dit comment est-ce que les militants du RDPC sont condescendants et qu'ils pensaient qu'ils gagneraient dans tous les hameaux de la République. Moi, je vous ai dit ici et je continue à le dire que dans une élection, à scrutin, à un tour, un scrutin à un tour, je le disais ici, même sur vos plateaux, que nous pouvons même gagner avec 18%.
Et pourvu que notre candidat vient en tête. Et je vous disais que sur ce plan-là... Mais il y a les petites victoires quand même. Non, attendez. Appelez, petite victoire, c'est la victoire. Courte tête. Oui, et je vous disais donc, même si nous avons 18%, ce qui est sûr, c'est que au regard de notre implantation territoriale, nous sommes sûrs qu'aucun candidat en face ne peut sortir devant nous. Je ne disais jamais que nous allons rafler tout l'électorat de la République. Mais je disais, dans un scrutin à un tour, le premier arrive, même s'il a 4%, il gagne. Et puis sur ce plan, on était là. C'était là. Deuxièmement, je ne pense pas qu'on peut trop questionner aujourd'hui la baisse du pourcentage du RDPC. Alors pourquoi on ne peut pas... 71% à 53%. Il y a des causes exogènes et endogènes. Ah, ça devient compliqué. Non, très simple. Parmi les causes exogènes, il y a une chose qui est simple. Nous le disions ici. Le RDPC a perdu 2 alliés. Finalement, vous reconnaissez ça? Non, on a... Moi, j'ai entendu que c'était pas un événement. Non, nous le disions, je vous le reprends et je le disais également que ce n'était pas un événement si on est un parti politique. Parce qu'en démocratie, les alliances se repensent à la veille de chaque élection. Et chaque parti politique sérieux, c'est qu'à tout moment, il peut être lâché par un allié. C'est ce que je disais. Mais je le disais également que certains nous disaient que le septentrion est perdu par le RDPC. Je leur disais que, mais attends, c'est une analyse très restreinte. Parce que vous oubliez que dans ce septentrion-là, le RDPC aura aussi son mot. Et je ne pense pas que quelqu'un peut me démentir ici. Que ce soit dans le nord, à l'Adamawa ou à l'extrême nord, le RDPC a eu son mot. D'accord. Donc, on est dans une... de ces 2 alliés, ça nous a un impact sur le dans tous les cas, ça ne peut pas avoir un impact. Ça veut dire que l'allié là ne servait à rien. Voilà. Ça veut dire que l'allié là ne servait à rien. Et je vous le disais également que ce n'est pas une élection locale. À l'élection locale, c'est les compétences des hommes qui sont choisis. Élection à circonscription unique, les alliances portent parce que chacun a son pourcentage qu'il apporte. Mais ça ne veut pas dire que quand un allié part, le parti politique va se détruire. Et c'est ce que je vous le disais. Le parti subit, mais il ne se détruit pas parce qu'il se prépare en connaissance de cause. Donc, si nous prenons donc 53% par rapport à 72-28, vous allez voir que nous avons perdu 18, quelque chose. Et première explication, il y a le divorce avec les alliés. Deuxième explication, on ne peut pas le mentir. Chaque parti politique a souvent aussi des problèmes en interne. Ou au regard, n'est-ce pas, de nos problèmes internes, on a aussi eu des abstentions en interne. On ne peut pas le nier. Celui qui le nie, il n'est pas honnête. Il y a aussi eu des abstentions en interne. Si en interne même, on votait tous, notre pourcentage monterait plus que celui-là. Et tout ça, ce sont les réalités. Il n'y a pas seulement les abstentions, les votes contre aussi. Je dis, il y a même les votes contre. Non, il faut dire, il y a les votes contre. Vous savez, il y a des personnes qui font des votes sanctions. Font des votes parce que quelque part on a placé, un président de secteur dont sa tête ne l'intéresse pas pour essayer de montrer qu'il est incapable de gérer le troupe. Il amène même un groupe à voter contre. Nous avons ça dans le parti. C'est la démocratie et on assume cela. Et je pense que l'opposition aujourd'hui, je ne peux pas laisser sans dire un mot également. Parce que vous avez semblé présenter l'homme Issa Chiroma comme celui qui a damé le pion à tous. Mais je pense que de temps en temps, on oublie de dire que Issa Chiroma, c'est aussi MRC. De cette alliance-là. Qui s'est ressenti. Non, oui, cette alliance-là. Ça veut dire que les gens ont travaillé l'opposition depuis, il n'est pas venu 3 mois. Il est venu 3 mois avec juste ce qu'il en a. Et il a porté l'électorat qui était travaillé, qui préparait tout ce qui est en train de se passer là depuis. On a seulement porté ça pour trouver, n'est-ce pas, le ciel. Ou profiteur. Je pense que la politique, par moment, ça tient pour les opportunistes et même les profiteurs. Tout ça là, tout ça va de pair. Mais c'est ce qu'on en fait qui compte. D'accord, on poursuit. Bonsoir Jean-Jacques. Vraiment, nous sommes assez déçus de notre opposition. Ce que nous voulons là actuellement montre qu'ils ne sont pas préparés. Et ce qui m'étonne est que c'est le moins préparé pour cette élection qui dit avoir gagné. La rue n'est pas pleine
des manifestants de Issa Tiroma, car il n'a pas de manifestants, mais plutôt des voleurs. Est-ce qu'il sera comptable de ces casses et ces vols? Joseph depuis Kribi qui envoie ce message. On va prendre quelqu'un de bon sur le plateau. Merci pour vos idées, car elles nous permettent d'avoir les connaissances. Félicitations au président Paul Biya, vraiment qu'il se rachète sur le nouveau mandat, le remaniement ministériel. Emmanuel Nganou Djoumessi et lui Paul Moutazé, ils doivent faire quoi? Qu'on les met dehors? Dans tous les cas, c'est Paul Biya qui décide. C'est Yaya Bello qui envoie ce message-là, qui amène à lire les résultats. Alors, bonsoir. Jean-Jacques et tout ton panel, qui peut affirmer que l'opposition a mené seul le combat pendant cette année sans l'ombre ni la voix de Tiroma. Le RDPC lui a passé ce même temps à observer, à scruter Kamto, à le décortiquer comme un sujet d'étude. Et voici que Tiroma surgit tel un imprévu à l'examen, déstabilisant tout un appareil politique, pourtant sûr de ses calculs. Dès lors, le pouvoir s'est enlisé dans les vieux réflexes, menaces, arrestations, intimidations, autant de signes d'un désarroi dissimulé. C'est long, c'est pratiquement un coup Roméo depuis Paris. Soyez bref, hein, lorsque vous envoyez un message, ça s'appelle SMS, ça doit être short. Bonjour à tout le panel. Dites au monsieur du RDPC qui explique sans scrupule là que comme Paul Biya a gagné au nord-ouest, au nord et au sud-ouest, n'a pas gagné au nord, que Paul Biya aille les remercier. Je ne sais pas trop ce que Kalash de Douala est en train de vouloir exprimer là-dessus. Alors, Jean-Jacques, bonsoir. Il faut bien que notre opposition souffre de se taire à un moment. Elle trouve toujours une excuse à se faire à chaque articulation des événements politiques. Elle n'a jamais anticipé pour triompher à la fin. Toujours des accusations. Vraiment, le peuple est déjà fatigué. Se mettre à critiquer des résultats scandants, la tricherie, c'est de la pire malhonnêteté. J'ai été dans les bureaux de vote à l'extérieur comme représentant de l'administration. Tout a été fait sur les règles de l'art. Le RDPC a perdu et c'est le résultat qui est arrivé devant les instances. À un moment où il faut accepter qu'on est médiocre et faire les efforts pour les échéances futures. Observer que cette opposition reste muette sur la situation en cours au Cameroun, au moins de demander l'arrêt des violences. Pourquoi elle a peur de se voir vomir ou de recevoir des flèches d'une certaine catégorie de Camerounais? Voilà pourquoi j'apprécie Cabral qui a fait une sortie, n'en déplaise à ceux qui lui cherchent l'époux sur la calvitie. Jojo depuis la Guinée qui envoie ce message-là. Bonsoir. Alors, tous les messages sont assez longs aujourd'hui. Il faut dire au communicant du RDPC de nous expliquer avec objectivité par quelle magie son champion a pu gagner dans les deux régions en crise. Ce n'est pas son rôle ici. On analyse. Alors, Abdou, depuis Garoua, il faut aussi rappeler que le Cameroun est démocratique. Comment se fait-il qu'on interdise les candidats de l'opposition de battre campagne dans le Sud? Le Sud n'appartient pas seulement à M. Biya, c'est pour tous les Camerounais. Merci pour ce message-là aussi. On prend quelqu'un. Bonsoir, tout le panel. C'est un vote sanction et le RDPC doit se remettre en cause à Lima depuis Douala, qui ne passe pas par 4 chemins, pour parler de vote sanction. Bonsoir le panel et à mon petit frère. Je voudrais dire au panel que l'élection 2025 est semblable à l'élection de 92 pour dire que Elekam a fait vraiment son travail. Je confirme sa rigueur chez moi au village, dans une localité de ça, que les Camerounais sachent que voilà le vrai pourcentage du président Jean-Paul depuis ça, qui parle de la rigueur qu'il a observé sur le terrain. Bonsoir les grands. Elekam est responsable de Soto. Le fichier électoral n'a pas été actualisé. Qui devrait voter pour les morts? Jean-Pierre Dupuis et Bolova, qui parle de toilettage du fichier électoral. Bonsoir à tout le panel. La seule leçon à tirer de cette élection, c'est la posture républicaine et assumée de Cabral Libi, qui a démontré qu'on peut rester droit dans ses bottes malgré les vents vicieux. Honoré depuis Douala, qui tire un coup de chapeau au président Cabral Libi. Bonsoir, le plateau. Les résultats de cette élection montrent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique parce que nous voyons bien que tous ces opposants font du RDPC réchauffé. Voilà pourquoi ce qui n'encourage pas, voilà pourquoi le taux d'abstention, vraiment notre opposition est lâche et irresponsable. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Noël depuis Douala. Alors, lorsqu'on essaye d'écouter les uns et les autres, ceux qui tirent à boulet rouge
sur le RDPC, ceux qui pensent que l'opposition n'a pas été sérieuse et qu'elle s'accroche sur les faits qui ne tiennent pas relativement au processus électoral. Mais est-ce que nous sommes en droit d'observer quand même qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, en commençant par le RDPC? Jean-Jacques, permettez que je dise un mot sur la question de la maturité politique, avant de reprendre votre question. La maturité politique, Jean-Jacques, se traduit surtout et avant tout par l'engagement politique. Et quand il y a engagement politique, ça se vérifie dans le taux justement de participation. Et l'engagement politique en lui-même se détermine par la connaissance de la vision ou bien de l'idéologie politique. Combien de militants de tous ces partis-là, que ce soit des partis au pouvoir ou bien d'opposition, peuvent vous présenter de manière claire leur programme politique, leur vision politique, qui repose sur une vision politique? Combien? Parce que moi j'ai déjà écouté des débats où on demande à un cadre d'un parti majeur de présenter la vision politique, il est incapable. Donc quand on parle de la maturité politique, on fait allusion à quoi? Bon, maintenant, quant à ce qui ne va pas, parlant déjà de l'opposition Jean Jazé, ce qui fait la faiblesse de l'opposition justement, c'est ce défaut de vision politique. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'idéologie politique. Parce que quand vous êtes représentatif d'une idéologie politique forte, vous êtes en mesure de reproduire cette idéologie politique dans une bonne frange de la population. Comment? Quand on est au pouvoir? Mais vous avez des séminaires, vous avez des colloques, il y a des communications, il y a un ensemble. Est-ce que l'UPC, par exemple, a besoin d'être au pouvoir? On n'a pas besoin d'être au pouvoir. Soit répandue. On n'a pas besoin de pouvoir pour reprendre autant pour moi. La mise en œuvre. Permettez que vous allez réagir. On n'a pas besoin d'être au pouvoir, forcément au pouvoir, pour reprendre une idéologie politique. Certes, les manifestations sont à déclarer. Certes, le pouvoir, c'est, on peut dire, c'est un moyen sur lequel on peut s'y appuyer, mais on n'a pas forcément besoin d'être au pouvoir. Si on a essentiellement, uniquement besoin d'être au pouvoir pour reprendre une idéologie politique, mais que l'on arrête de faire la politique. Parce que la politique ne se fait pas seulement quand on est au pouvoir. Vous voyez, bien même quand vous êtes de l'opposition de la société civile. Le président du NETJ a parlé tout à l'heure des écoles des cadres. Mais bien sûr, mais bien sûr. Soumsila est dans l'optique de ce que les manifestations sont interdites. Est-ce que c'est dans le cadre d'une manifestation à l'image de nos meetings? Non, pas seulement les meetings. À l'UPC, c'est même une simple réunion interdite. Pas toujours. Vous créez de l'amalgame quand vous dites ça. Pas toujours. Les réunions sont interdites dès lors que le parti au pouvoir soupçonne que ces réunions, en réalité, ont des objectifs. C'est le rôle du parti au pouvoir. L'administration, je veux dire. C'est la même chose, on a compris. Non, l'administration, je veux dire. On a compris. Vous voyez que oui, si elle soupçonne, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Parce qu'il est clair que si les partis d'opposition se retrouvent également au pouvoir, ils vont faire usage des mêmes méthodes, des mêmes stratégies. Faire surface de ce que vous savez que c'est une continuité. D'accord. On est sur la maturité politique, sur l'idéologie politique. Vous dites que la plupart des candidats... Non, il n'y a pas d'idéologie. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'idéologie, Jean-Jacques? Pour construire une idéologie politique forte, vous devez, pour un temps, vous désintéresser des avantages immédiats. Lesquels? Vous comprenez? Or, quand vous observez très bien la psychologie de ces politiciens, tous ce sont des politiciens à gage. La preuve en est que la plupart de ces partis politiques d'opposition sont des partis satellites. Sont des partis qui dealent souvent dans le noir avec le parti au pouvoir. Ça, c'est vrai. Ils ne prennent pas le temps de construire une idéologie politique afin de la répandre dans la population. Et c'est ce qui explique également le fait que les populations ne font plus confiance aux leaders politiques. C'est ce qui explique la crise de confiance qui existe entre ces populations et les leaders politiques. D'où le taux d'abstention qui est important. Alors parce qu'on a de la peine à trouver aujourd'hui un leader politique. Si vous présentez Cabral Libye, on vous dira que c'est un pion. On a de la peine. Si vous présentez tel autre, on a l'impression que... Mais bien sûr, parce qu'il y a des faits. Il y a des faits. Les populations sont en mesure de vous donner des faits. Il y a des faits. Par exemple, quand vous prenez le cas d'Issa Tiroma, moi je dis souvent, il a un bilan. Il a géré des ministres. Allez voir son bilan. Alors, tout le monde, je pense que la grande majorité des Camerounais un peu lucides connaissent qui est Issa Tiroma. Vous voyez, je ne veux pas peut-être parler des autres leaders d'opposition. Donc, il faut le reconnaître comme ça. Les leaders d'opposition eux-mêmes ne travaillent pas suffisamment pour mettre les populations dans des conditions de telle sorte que ces populations soient en mesure de porter le choix vers elles. D'accord. Vous vouliez réagir sur cet aspect d'idéologie qui manquerait aujourd'hui
à l'opposition? Non, en fait, il ne manque pas une idéologie à l'opposition. Je voudrais d'ailleurs le féliciter pour cette observation particulière. La plupart des partis politiques, les partis politiques ont des projets de société, ont une idéologie. Mais il se trouve que dans l'implémentation de cette idéologie, vous avez une certaine administration qui est pratiquement frileuse. Vous ne pouvez pas déclarer une manifestation, dire par exemple que vous allez faire le door-to-door campaign, le porte-à-porte pour expliquer aux populations un week-end votre vision. Dès que c'est envoyé, on va envoyer sur le spécial. Vous déclarez sur le sous-préfet avec la photocopie calendrier, on envoie sur le spécial. Le spécial marchera la nuit pour intimider ceux qui sont censés organiser cette manifestation. Bref, cela appelle la maturité aussi de notre administration. D'où l'urgence. Et d'ailleurs, j'ai indiqué sur un plateau que normalement, les sous-préfets doivent convoquer les responsables de partis politiques dans leur territoire, au moins une fois par mois, les préfets, au moins une fois par trimestre, le gouverneur, au moins une fois par trimestre, le ministre, au moins une fois par semestre, pour qu'on puisse échanger sur la marche du pays. Parce que vous voyez, vous, Jean-Jacques, on parle de la maturité politique. Toutes ces crises qui arrivent, c'est parce qu'il y a une rupture de communication. Les uns estiment qu'en saison sèche au Cameroun, la terre glisse. C'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de poussière. Vous pouvez trouver les piquants. Vous pouvez trouver les piquants dans la poussière. Mais dans une société qui se veut une démocratie apaisée, dans un pays qui se veut en construction, il est urgent qu'au lieu qu'on soit dans des égos surdimensionnés, qu'on puisse parler. J'ai beaucoup apprécié le doyen Feu tout à l'heure. On prend souvent la même voiture ensemble, on boit ensemble. Aujourd'hui, au lieu qu'on soit dans la diabolisation des uns et des autres, il faut être capable de dire au Camerounais ce qu'on apporte sur les différents secteurs, éducation, santé et autres là. Et mais malheureusement, on est encore dans le messianisme politique qui consiste à croire que Dieu aurait envoyé un Moïse. Heureusement que Moïse n'a pas pu apporter toutes les solutions à Israël. Il est calé en route. Et donc aujourd'hui, le Cameroun est ce qu'il est parce que la maturité politique des leaders manque. On ne débat pas, on combat. Tout à fait. Et voilà le problème. D'accord. Restons encore sur les chiffres. On a parlé des chiffres. Moi, je préfère rester sur les chiffres. Du candidat du RDPC. Il y a Issa Tiroma qui arrive avec 35%. C'est un peu le passager. Et ses alliés. Le passager 57 de cette course-là. Ah, ses alliés. Et ses alliés. Vous revendiquez quelque chose. Oui, évidemment. Alors, comment est-ce que vous définissez, Soumsilas, la performance, entre guillemets, de Issa Tiroma? Moi, je n'ai pas un avis à donner sur la performance d'Issa Tiroma, mais c'est un monsieur que je respecte pour avoir servi le Cameroun sous l'impulsion du président Biya. C'est une preuve de vérité que le président Biya a toujours travaillé avec les Camerounais crédibles. Si Issa Tiroma n'était pas crédible, je ne pense pas que le président Biya allait lui confier 2 à 3 ministères. Merci. Merci. Oui, il y a des alliés. Non, je suis Camerounais. D'accord. Je suis républicain. Et vous je respecte. Bien sûr. Ça veut dire que tous ceux qui sont en Koningui étaient crédibles. Parce qu'ils ont travaillé avec le pendant longtemps. Ils ont eu le également beaucoup de diplôme est ministères. pour l'individu. La fonction est pour l'État. Donc, on veut dire Et le président de la République est le garant de ces institutions. D'accord. Maintenant, il fait avec qui il veut sur la base de crédibilité. Parce que qu'est-ce que nous servons le Cameroun? Et qu'est-ce que nous voulons le Cameroun? C'est-à-dire le Cameroun est au centre de l'action politique d'un chef de l'État. Et c'est ce que le président de la République a toujours fait. Pour avoir votre allié a choisi Tiroma. Il a été crédible. Pour avoir choisi Issa Tiroma Bakari, c'est une preuve de crédibilité. Parce qu'on fait des enquêtes de moralité. Il y a une différence entre la crédibilité et faire confiance à quelqu'un. C'est deux choses différentes. Le chef de l'État peut vous faire confiance, mais ça ne justifie en rien votre crédibilité. Non. Vous n'êtes pas chef d'État, à ce que je sache. Vous n'avez jamais choisi quelqu'un à gérer un ministère. Personne ici d'ailleurs. Donc moi je parle sur la base du républicain. Donc tous les ministres que le président Biya choisit, c'est sur la base de la crédibilité. Non, on veut se comprendre. On veut se comprendre. Nous parlons de Issa Tiroma. Alors Issa Tiroma, lui, il a été crédible. Les autres ne sont pas crédibles. Plateau, ou bien qui ont eu 35%. Nous parlons de Issa Tiroma pour avoir servi la République quelques jours après. Il a démissionné de ce gouvernement. Donc ce sont ses performances dans le service de la République qui l'ont amené à avoir 35%. Il a démissionné de ce gouvernement
pour accompagner l'action démocratique. Parce que pour moi, c'est de la démocratie pure et simple. C'est un jeu. C'est un jeu démocratique, c'est une volonté impulsée par le président de la République. Je ne vois pas où est-ce qu'on va s'attarder à condamner Paul Pierre. Pourquoi nous voulons la démocratie? On veut comprendre. Pourquoi nous voulons la République? Soum-Silas, oui. L'émission se veut technique. Oui. Tiroma à 35%. Oui. Comment est-ce que vous lisez cela? Ça veut dire qu'il a été trop fort ou le RDPC s'est affaibli? Il n'est pas trop fort, le RDPC ne s'est pas affaibli, mais le choix est revenu aux Camerounais pour faire valoir le jeu démocratique. C'est quoi le jeu démocratique? La liberté de choisir. C'est quoi la liberté de choisir? Donc on choisit parce qu'on a la liberté de choisir. On ne choisit pas parce qu'il y a une proposition intéressante. Issa Tirouma, en tant que personne, en dehors de ce qu'on peut dire de lui, c'est un monsieur d'abord que moi, personnellement, j'ai rencontré 2 ou 3 fois. C'est un monsieur qui ouvre sa porte à tout le monde, sans discrimination. Ce n'est pas ce qu'on attendait de lui. Non, mais écoutez. On attendait qu'il crée les emplois, qu'il arrange la communication, qu'il développe le transport. Je vais vous dire à ma petite expérience. Les humbles là, il y en a pas. Je vais vous dire à ma petite expérience, le ministre est au service du président de la République. Moi, pas du peuple. Pas du tout. Non, pas du peuple. Écoutez, monsieur, permettez les gens s'exprimer. Pas du peuple, c'est ça. Vous avez voté un ministre un jour? S'il vous plaît. Vous votez qui? Le président de la République? Le ministre est au service. Le ministre, il est au service du peuple. Non. Du président de la République, c'est ce que vous dites. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Ça, c'est votre politique. Non, ce n'est pas ma politique. Moi, j'ai vécu ça au premier ministère. Pour avoir géré la société Justin Souga à Batouri. Vous comprenez? Qui n'est pas un bon exemple. Non, qui n'est pas un bon exemple. Mais qui a rencontré des difficultés pour ce gouvernement. Vous savez ce qui se passe? On n'est pas là pour parler du gouvernement. Essayez d'expliquer. Non. On parle de Issa Tirouma. Vous avez dit qu'Issa Tirouma, un ministre est au service du président de la République. C'est le président de la République qui le nomme. D'accord, il est au service du président. Non. Il fait le ménage chez lui ou Non, écoutez, monsieur. La cuisine. Il applique la politique du chef de l'État. On nous a appris que le président de la République définit la politique. La politique du chef de l'État doit prendre en compte l'intérêt de la population. L'intérêt de la population, un ministre est exécutant, monsieur. Un ministre ne prend pas de décision. Je ne savais pas. Hein. Un ministre ne prend pas de décision. Je ne savais pas. Moi, j'ai vu ça au premier ministère, où il a fallu qu'on nous signe la lettre confort pour que les investisseurs viennent. Le ministre Philemon Yang, à l'époque, il était premier ministre. Vous savez, il a renvoyé cette demande à la présidence de la République. Nous sommes restés assis à attendre que le téléphone sonne pour qu'il reçoive les instructions de la présidence. Ne dites pas ce que vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez jamais été au service de la Vous l'avez dit qu'un ministre, pour aller... je ne veux pas arriver dans les détails. Moi, je parle, un problème de trou à route, a besoin d'attendre le président. Il faut pas... Je vous dis ce que j'ai vécu. Non, mais c'est un mauvais exemple. Je vous dis ce que j'ai vécu pour avoir géré cette structure. Vous comprenez? Je ne vous raconte pas que c'est... Vous n'étiez pas ministre, on comprend que chez vous c'était compliqué. Je n'étais pas ministre, mais pour que le... Je n'étais pas ministre. Pour que le ministre prenne une décision qui engage la... On sait que les Camerounais voulaient l'emploi. Oui. Vrai ou faux? Les Camerounais voulaient l'emploi. Vrai ou faux? Maintenant, si le ministre... Si vous avez des projets qui vont à l'encontre de la politique en place, parce que vous êtes ministre et vous les validez, et puis la politique et le système est déstabilisé, qu'est-ce que vous dites? C'est pas de ça qu'il est question. Il est des questions. Chaque ministre a un cahier de charges. Et pour remplir ça, c'est la littérature. C'est la littérature. C'est la littérature. Issa Tirouma a été un homme crédible et le président de la République lui a fait confiance. D'accord. Le président de la République lui a fait confiance en lui confiant les responsabilités de la République. Et le peuple il n'a pas failli. Et le peuple n'a pas failli. En lui accordant 35%. Il n'a pas failli. Qui n'a pas failli? Issa Tirouma, il n'est pas en prison. Il n'a pas failli. Bien sûr. Mais il n'a pas failli de ses responsabilités-là. Il n'a pas failli. Maintenant, sur la base de sa crédibilité, le peuple lui a fait confiance parce que le peuple applique le jeu démocratique. On n'est plus... Non, mais quand on a fait des jeux démocratiques, on n'est plus au niveau... Il dit avec ses mots, c'est normal. On n'est plus au niveau du parti unique où on pense que on est contraint, indépendamment de notre volonté, pour aller au RDPC. Tous ces partis politiques qui étaient là, qui ont travaillé pendant 7 ans, n'ont pas réussi à établir un pont de crédibilité. La politique est le choix du préférable et du détestable. On connaît ces formules. Voilà. On va avancer. On a préféré Paul Biya et le second, c'est Issa Tirouma. Simplement. Oui. Ça aurait pu être ma maman. Que la vie se poursuivre. Simplement. On a préféré Paul Biya, le second, c'est du détestable. On a préféré Issa Tirouma. Sur la performance de Issa Tirouma Bakari, est-ce qu'il a beaucoup trop travaillé? Il a été convaincant. Il a présenté sa carte de crédibilité que Soum-Silas connaît. Ou alors, en face, il y a quand même un affaiblissement qu'il a. Je vais répondre tellement à votre question, mais je vais revenir sur le problème d'idéologie. Ceux qui font semblant de ne pas être en politique
mais qui veulent y entrer. Tout le temps disent que ceux qui sont là n'ont pas d'idéologie, n'ont pas le niveau. Observez ça. Tous ceux qui ne sont pas encore en politique de façon claire, mais qui en réalité veulent y entrer, détruisent tout ce qu'ils sont. C'est-à-dire, moi j'ai lu tous les programmes politiques. Cette fois-ci au moins. Est-ce qu'on peut d'abord créer reconnaissons qu'il n'y a pas un parti qui soit parti sans programme politique. On peut ne pas apprécier. Il y a les copier-coller. C'est même les thèses. Les thèses. 300 programmes politiques. Jean-Jacques, je ne vous ai pas dit 300 idéologies. Le programme n'est pas idéologie fondamentalement. C'est ce que je dis, que je ne vous ai pas dit 300 idéologies. D'accord. Même les thèses doctorales tolèrent aujourd'hui dans les 20-24% de plagiat. C'est vrai. C'est vrai. On ne crée rien. Dire que je n'ai pas vu un programme politique, c'est malhonnête. On peut ne pas être d'accord avec le programme politique, mais il y en a quand même. Première chose. Celui d'Issa Tiroma, c'était lequel? Mais vous l'avez lu, Jean-Jacques. Vous l'avez lu. Non, c'est pas question que vous l'avez lu. Est-ce que vous l'avez retenu? Oui, bien sûr. Vous l'avez compris, c'était quoi? Moi, j'ai compris. Jean-Jacques, Tiroma était dans la refondation. Son programme, c'est la refondation. Oui. Ça veut dire qu'on reconnaît l'échec de tout le système. Que ce n'est pas un changement d'homme. On sort et on dit quoi? C'est un slogan politique. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai dit, moi je l'ai encore. D'accord. Parce que j'y ai apporté du mien. Dans la refondation. Absolument, pour le dire. D'accord. Si vous lisez le programme économique de Tiroma, je pense que c'est le meilleur. Si vous le lisez. Mais malheureusement, Jacques ne le lise pas, trouve que c'est pas le meilleur bon. de l'opposition alors. Bon, maintenant je reviens au Est-ce score. qu'on allons voter sur la base de Je reviens au score. Ou alors, c'est la sanction. Jean-Jacques, au Cameroun, hein, cette fois-ci, non. D'ailleurs, généralement, on vote soit contre quelqu'un. Le contre se repose sur quelqu'un d'autre. Je pense que je posais la question à mes amis du RDPC. De me donner une seule raison objective pour laquelle un Camerounais, normalement, que c'est pour voter le RDPC, n'en ont pas trouvé. Bon, il y a 2 Ils m'ont dit la paix. 2 millions et demi de Camerounais qui ont voté. Non, les 4 millions. Ils ont voté sans non, raison attendez. objective. J'en viens. Vous voulez dire que les 2 millions qui ont accordé la voix au Canada RDPC, ils l'ont fait. On ne sans vote raison pas seulement objective. pour des raisons objectives. Le militant doit voter par discipline. Contrairement à ce que j'ai entendu là. Un militant vote par discipline. Il ne doit pas réfléchir. Il réfléchit à l'intérieur. Mais lors du vote, il vote son candidat. Il y en a qui votent, c'est un vote militant. Mais les autres qui ne sont pas militants veulent avoir quelque chose de... Alors, qui a voté Tiroma? C'était des militants? Le FSNC a La première... pour avoir plus d'1 million. Non, je ne parle pas des militants. 1,6 million. Le vote de Tiroma est en fait le signe du rejet du système actuel. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas tant l'amour pour Tiroma, non. C'est que lorsque vous êt déçu, et je ne vous apprends pas ça, lorsque la politique actuelle ne vous a rien donné en termes de rendu, ce n'est pas le discours, hein. On a investi, où est la route, on ne voit pas. On a investi, où on ne voit pas. On commence à dire, quand tu as fait, il faut chercher, il faut trouver autre chose. Et vous trouvez Tiroma, qui sort de ce régime. Tout le monde sort de ce régime. Demandez ceux qui ne sont pas de régime. Dis le dernier. Je rappelle qu'en 92, à 3 mois, en 92, le chairman sortait du régime. Mais il n'était pas à un niveau de responsabilité. Non, il était juste président de section. Mais là, on parle d'un ministre. C'est beaucoup. Un ministre qui démissionne 3 mois avant l'élection. Avant ça, que sont les Ndamdja, tout le monde sortait du régime. Ce n'est pas un tort. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre, pour quitter quelque chose, il faut la connaître. Ceux qui ne connaissent pas le régime ne peuvent pas le quitter. Parce qu'ils ne savent même pas s'ils ont ou pas. C'est intéressant. Mon frère Manson ne sait même pas si le RDPC ou pas. Il ne sait pas. C'est en l'écoutant que tu te rends compte qu'il est quand même plus proche du RDPC que des autres, malgré la philosophie. Manson? Bien sûr, je parle de lui, c'est mon frère. Hein? C'est-à-dire qu'à force de condamner les autres, il faut bien à un moment donné se mettre quelque part. C'est-à-dire, si vous ne voyez personne dans l'opposition, et comme vous avez les yeux pour voir, vous voyez où? Non, c'est ce que vous pensez. Dans l'opposition? Non, vous ne voyez personne dans l'opposition. Mais vous avez les yeux pour voir, vous allez voir quoi? Vous allez finir par voir le pouvoir. C'est la logique. Si nous ne voyons pas le blanc, on va voir quoi? Le noir. Au moins le noir. Donc, ce jeu-là, moi, ça m'intéresse. Moi, je voulais dire, revenir aux chiffres ici. La réalité qui est crue est que les Camerounais en ont marre. Pas d'un nom, mais des résultats des politiques publiques. Parce que j'ai entendu ici qu'un ministre, non. Le ministre est nommé par quelqu'un. C'est lui qui évalue, qui donne le travail, qui l'évalue. La logique veut que si il te donne du travail, qu'on ne t'enlève pas, ça veut dire que je trouve que tu ne satisfais pas ton travail. Maintenant, le peuple ne pas être satisfait. Là, c'est une chose. Moi, je parle de la logique. Le ministre doit servir le peuple. Oui. Parce que les politiques publiques sont censés servir le peuple. Oui. C'est ça.
Mais au Cameroun, le Et ils ont des cahiers de charges. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils doivent profiter au peuple. C'est pour ça que vous je ne le dis... faites pas pour dire que non, c'est quand même incroyable. C'est pour ça, moi je ne parle pas seulement de Tiroma. J'ai dit que... Non, on ne parle pas de Tiroma, justement. J'ai entendu le RDP se vanter de l'enseignement technique et professionnel ici. C'était lui le ministre. Il paraît que c'est lui le ministre. J'ai entendu le RDP se vanter de ça. Qu'ils ont créé les centres de formation. C'est vrai en plus. Comment peut-on se vanter du rendu et pas de celui qui a rendu? Donc c'est pas ça le débat. Le débat est ailleurs. Que malgré tout ça, toutes les politiques mises en œuvre, tous les financements, tout l'endettement et tout, quel est le rendu au niveau du peuple? J'étais avec quelqu'un qui me disait aujourd'hui, le transport entre, je crois, Maroua et Koussiri était de 4 000, maintenant c'est 25 000. C'est une fonction de la route. 27 000. C'est de ça que les questions. Vous ne pouvez pas parcourir Douala en 7 heures de temps avec votre voiture et voter pour le Biya. Non. En ce moment-là, le vote se traduit pas seulement en termes de Paul Biya. Ça se traduit en termes de qui est responsable de tel département ministériel. Là, on se comprend. C'est ça que je dis. C'est ça que Soupsila ne veut pas accepter. Non, il faut accepter ça, c'est vrai. Parce que lorsque vous regardez, des 63 ministres de Paul Biya, 15 seulement ont pu tirer le épingle du jeu. On a sanctionné qui? Personne. Non. Le peuple a sanctionné. Oui. Il a un message fort. Il n'y a pas de route. On a sanctionné à Mbouda. Bamoutos. Dans Bamboutos. Raclé. Il n'y a pas, on a sanctionné les gens. Il y a derrière la poubelle. On a sanctionné les maires. C'est clair. Même à tort, hein, parce que dans tous les cas, lorsqu'on va dans les détails, on va trouver que peut-être le maire n'est que le dindon de la face. Mais je dis, vous ne pouvez pas dire qu'un ministre n'est qu'au service du président de la République. Il ne lui sert à rien. Si le président définit les politiques pour servir le peuple, et que vous êtes là pour appliquer les politiques chefs de l'État, vous devez servir le peuple. Si vous ne pouvez pas, la seule excuse que vous avez, c'est que j'ai tenté, j'ai été bloqué, et je n'ai pas pu me plaindre au Conseil des ministres. Parce que l'instance où les ministres doivent se plaindre des blocages sur le Conseil des ministres, il ne s'est pas tenu pendant 7 ans. Sans oublier qu'ils peuvent démissionner. Bien sûr, Bien sûr. Si c'est rendu compte que ça ne marchait pas, on ne l'écoutait pas. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Alors si vous restez tout ce temps... Le problème, c'est que les gens veulent avoir le calendrier de démission. Chacun démissionne quand il veut. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en fait, chacun a son seuil de l'insupportabilité. C'est-à-dire, il y en a qui sont trop patients. Il y en a qui, s'il a rendez-vous avec vous 2 fois, il vous trouve pas, ne vient plus. Mais il y en a qui vont attendre parce qu'il dit que bon, Jean n'était pas là. Peut-être, non, je ne dis pas ça. Autant qu'à faire, j'ai quand même mes avantages. Ça ne change rien. Bon, tout à fait. Donc, moi, je viens de revenir aux chiffres. Je reviens aux chiffres. Oui. Je reviens aux chiffres. Quand on parle des avantages. Non, les avantages sont quelque chose d'important. Vous ne parvenez pas à travailler, mais vous restez là. Ça n'impacte pas vos avantages. Ça veut dire que vous êtes là pour vos avantages. Quelquefois aussi, c'est vrai. Mais moi, je reviens aux chiffres. J'ai dit, lorsqu'on regarde le vote dans le Grand Nord, il faut le mettre en référence avec ce qui s'est passé la dernière fois. Le Grand Nord était le grand vivier électoral du chef de l'État. Avec les alliés. Avec les alliés, voilà. Tout à fait. Il faut le dire clairement. En dehors du départ des alliés, qui ne pourrait pas seulement être un avantage, parce que les gens peuvent vous reprocher que, en fait, vous étiez là, vous ne vous êtes pas plaint. C'est quand vous partez que vous voulez qu'on vous suive. Ça peut être un petit inconvénient. Mais lorsque les gens vivent la réalité, en ce moment, ça devient difficile. Je pense que le rejet du Grand Nord, parce que quoi qu'on était au coude à coude, non, il y a un rejet, il y a un échec, est lié au manque d'infrastructures claires. L'Ouest, par contre, je pense qu'on a pris individuellement les gens. Parce que l'Ouest est doté quand même de millions de visites routières. Hein? Mais lorsque vous mentez, je prends un exemple d'un ministre qui allait se vanter d'une infrastructure comme la gare routière des motos. Lorsque vous faites ça, on finit. Lorsque vous allez encore, vous demandez, donnez-moi 12 hectares de terrain, on va construire les marchés pour les motos. Ce mensonge-là, à un moment donné. Et le maire a donné aussi. Le président ne vous a pas envoyé mentir. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est les questions de proximité. Tout à fait. C'est pour ça que la routière de moto répond à une question de proximité. Non. Lorsque je n'apprécie pas, vous sanctionne. Et on vous sanctionne là où vous êtes. À l'Ouest, on a sanctionné le président Biya parce qu'il y a eu un mensonge. Vous ne voyez pas le vote du MRC? C'est pas faux. Vous ne voyez pas le vote du MRC? Vous m'amenez à dire ce que je ne voulais pas dire. Mais il faut le dire. Généralement. Vous le saviez, vous ne vouliez pas le dire. Non. Généralement, dans les zones féodales, la féodalité ne s'accommode pas de l'opposition. Au Cameroun, le Grand Nord est féodal. Le Grand Ouest géographique est féodal. Parce que j'encadre également le Nord-Ouest est féodal. C'est des gens qui, généralement, dans leur région, votent le pouvoir. C'est ceux qui sont partis ailleurs, le vote urbain, où on vote contre le pouvoir. Mais cette fois-ci, l'Ouest a voté contre Paul Biya à l'Ouest et contre Paul Biya ailleurs. Il faut comprendre ça.
Le vote urbain, Paul Biya l'a perdu partout. Et il est cosmopolite, le vote urbain. Faites pour vous, vous dites... Non, j'ai dit le vote urbain, Paul Biya l'a perdu partout. Il a perdu à Douala, à Bafoussam. Il a perdu. C'est la réalité. Maintenant, le vote rural, il est en même temps le vote, pas de l'ignorance politique, mais le vote de la fidélité. C'est-à-dire, moi, je connais Paul Biya. Les autres, je ne connais pas. Je ne plonge pas dans l'incertitude. Il faut comprendre ça. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On a l'espérance. Tout est à faire. Et pour l'opposition, qui peut-être a estimé qu'il pouvait arriver sans obéir à... Parce que le peuple demandait quoi? Le peuple demande ce qui est impossible, malheureusement. Il faut leur expliquer à temps qu'il n'y aura jamais le candidat uni d'opposition. Les gens ont fait semblant d'accepter ça en sachant que ce n'est pas possible. Le peuple nous a sanctionné également. Et même le peuple a sanctionné également ceux qui pensaient être trop forts seuls. C'est-à-dire que lorsqu'on dit entendons-nous, ils disent regardons d'abord ce que pèse chacun. D'accord. Donc, tout va sanctionner. Je voudrais insister sur un aspect, oui. Sur le vote du MRC. Oui, je vais en parler. Oui, la victoire dans le Issa Chiroma, dans le littoral ou à l'ouest, est-ce que c'est le résultat d'une pénétration politique considérable du candidat Issa Chiroma ou alors c'est le bénéfice je vous ai dit, c'est le mécontentement populaire au départ. Vous savez, ma lecture est vraiment tout à fait opposée à celle que c'est compréhensible, non? Oui, parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que, que la lecture de mon frère est trop technique, trop philosophique même, alors qu'on pose des questions qui sont simples. Oui. Effectivement, il y a jusqu'à 35%, on pourrait même allonger à 42% des Camerounais qui sont mécontents. Oui, mécontents. Ça veut dire au moins... Donc, 42% de l'électorat. Attendez. De ceux qui ont voté. De l'électorat, parce que les Camerounais, ce serait pire. De l'électorat. De l'électorat. C'est même là où je voulais en arriver. De l'électorat. Et ces 42% là, on les chiffre environ à 1 800 000. Arrondissons même à 2 millions de Camerounais. Il faut quelque chose qui convient de le dire. Et quand je vais le dire, je vais m'adresser encore au candidat Issa Chiroma Bakary, que je le connais aussi très bien. Ça, ce n'est pas une digression, mais je vais quand même lui dire qu'il regarde ce qui est en train de se passer dans le Cameroun. Est-ce qu'on fait comme ça? Il faut regarder ce qui se passe au Cameroun. Les mêmes gens que tu as recrutés, quand je me tue, j'ai dit, je le connais personnellement, pour faire la propagande électorale, c'est tout à fait normal. On allait en campagne, tout le monde pouvait faire la propagande. Ces mêmes gens sont installés là où ils sont installés, ils mettent le pays à feu et à sang. Et jusqu'à présent, tu n'as encore rien dit. Tu seras seul devant ta conscience pour gérer cela. Il ne s'agit plus de l'élection présidentielle. C'est déjà derrière nous. Non, moi, alors, et maintenant, je dis donc tout simplement que... Il a dit. Issa Chiroma, pour moi, personnellement, ce n'est pas une révélation. Ça, au regard de son résultat, d'aucuns trouvent que c'est une révélation. Il a fait mal, 35% venir à 3 mois. Je l'ai dit ici d'entrée de jeu. Et c'est pour ça que je dis, je n'ai pas à philosopher là-dessus. Je l'ai dit d'entrée de jeu ici. Ce que les gens ne veulent pas dire, c'est que le vote au Cameroun plus précisément, reste encore tellement communautaire. Communautaire, à tel enseigne que... Tu m'en es pas de l'Ouest, par exemple. J'y arrive. Voilà. Reste tellement communautaire, à tel enseigne que chacun veut voter son frère. Et j'ai dit ici que, oui, ça, je pense que même dans le septentrion, c'est-à-dire qu'on a un peu senti cette coloration-là. Bref, ça s'est expliqué, nous avons dit tout à l'heure, par le départ des Alliés. Le départ des Alliés, ils ont porté une partie, une population électorale pour aller. Bien évidemment que lorsqu'il y a les élections locales, chacun va de son côté. Le RDPC n'a jamais gagné dans tout le Grand Nord, l'extrême Nord, la Damawa et vous avez la majorité des communes là-bas quand même. Oui, on a la majorité, c'est vrai. Mais ça veut dire par point. Comme nous sommes en train de dire, là, on va dans telle commune, on gagne, on va dans telle autre, on gagne. Mais aujourd'hui, là, il s'agissait d'un nom maintenant où les Alliés sont partis. Maintenant, je disais,
le vote étant communautaire, nous avons un parti politique ici. Je ne sais pas si mes frères ont peur de prononcer que le MRC a travaillé un électorat depuis avant 2018, après avoir participé à l'élection de 2018, sorti avec 18%. Ils ont revendiqué même donc, que... 14. Oh oui. Je ne sais pas si les chiffres sont différents. Bref, disons, non, c'est 14%. Ce sont des lapsus. Bon, ce n'est pas les chiffres qui nous intéressent. Ils sont partis avec un pourcentage. Même si ce n'est pas 14%, même si c'est combien. Ils sont partis avec un pourcentage. Ils ont même fait autant de bruit. Et, bref, ça fait partie de leur méthode. Mais sans casse. Voilà. Oui, vous savez, ce qui fait du Cameroun une particularité, c'est que en 2018, il y a une population qui s'est réunie derrière un leader lui demandant de faire ce que John Frundi n'a pas pu faire en 2018. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des marches, il y a eu des arrestations, il y a eu ceci. En 2025, les mêmes se sont tournés pour dire à Issa Chiroma, fais ce que Kanto n'a pas pu faire. Et c'est cet électorat de Kanto, d'après leur alliance, qui s'est déversé chez Chiroma. Ça, c'est la première chose à noter. Même si on prend ce risque, si on va comme si on était à la CIL, c'est-à-dire le vote. C'est d'abord ça, parce que dans cette élection communautaire, il y a une grande communauté que Kanto avait mis derrière lui. Et l'Ouest, la communauté de l'Ouest, elle est dans l'Ouest, elle est dans le littoral en général. Ça elle n'est pas dans le centre. Et vous pourrez même... Non, elle est aussi. Et dans le centre, il n'a pas gagné. Je vous ai dit que mon ami fait de cette communauté. Je suis de cette communauté. Voilà. Et je vous ai même dit que dans mon secteur proprement dit, j'ai engrangé presque 1000 voix, mais j'ai perdu. Ça veut dire que la communauté, elle n'est plus influence. Elle n'est plus. Je puise seulement ce que je peux puiser à l'intérieur. Et donc, alors, ce qui fait que des gens restent, on était derrière Kanto. Et quand on n'est pas allé, ils ont attendu son mot d'ordre. Effectivement, vers les dernières heures, il a passé des messages pour donner son mot d'ordre en s'alliant sur Kanto. Bref, quand je dis dernières heures, c'est pour dire ce qui est visible. Okay. Mais celui qui fait l'analyse politique avait déjà compris que le mot d'ordre était donné depuis en affectant ses communicants pour la campagne d'Issa Chiroma. Donc cet électorat-là s'est transporté d'abord sur Chiroma. Ça fait déjà cet électorat-là qui a grandi. Et ça explique très simplement. Maintenant, les autres, on ne peut pas seulement dire... de ce que tu dis là, pour les prochaines élections. Ça, tu vas supporter qu'on le fasse? Je crois que, je vais vous dire, il faut être honnête sur un certain ensemble de choses. Si quand quelqu'un a un électorat derrière lui, même si c'est 10, même si c'est 15, il faut reconnaître. Et dans tous les pays du monde, on est toujours en train de sanctionner le parti au pouvoir. Ce n'est pas en citant les routes cassées, ce n'est pas en faisant ceci. Même si vous partez voler de l'argent pour goudronner toutes les routes, vous aurez l'opposition. Vous aurez l'opposition. Ah, c'est pour ça que vous en dehors, sauf si vous revenez dans un système comme en Chine où on sait qu'on construit les grands dirigeants conformés. Et puis, c'est un clan qui... Dans la démocratie, même si vous faites quoi, il y aura toujours. Je ne voudrais pas dire que le peuple ne sanctionne pas. Et c'était pour vous répondre, pour dire non. Venez dire que à Bouddha paix, parce qu'on sanctionnait Nganou Joumissi. Non, je dis ça, c'est une lecture aérienne. Ça, c'est une lecture aérienne parce que moi-même, dernièrement, j'étais à Bouddha. Mais attendez, le goudron et l'avenue qui est là, c'est du paradis. Et s'il faut compter sur ça, c'est que la population même de Bouddha aurait dû plébisciter. Le du cabinet du président de l'Assemblée nationale a dit que là-bas, là, vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est global, le vote est communautaire, et puis le leader communautaire, donc de ce plan, de ce côté-là, à l'ouest, Kanto a dit, allons voter Chiroma pour sanctionner ceux qui ont rejeté ma candidature. Voilà, c'est clair. Il faut dire des choses simples. Pour ce qui est du vote Issa Chiroma dans les régions septentrionales, il faut dire que les écarts ne sont pas aussi énormes que cela. Pas du tout. C'est à Douala, dans le littoral, que l'écart est plutôt énorme. 20% pour Paul Biya, 64% pour Issa Chiroma. Dans la Damawa, Paul Biya 34,61%, Issa Chiroma 50. C'est quand même presque 20, 34 et 50,3. Oui, c'est presque 20. Dans le nord, 38,78 pour Paul Biya et 43%
pour Issa Tiroma. Et dans l'extrême nord, Paul Biya, je crois qu'il est en tête, 45%. Contre 42%. Les écarts ne sont pas... Non, il y a une chose, voilà, il y a un téléspectateur, monsieur Jean-Jacques, relativement au littoral. Monsieur Jean-Jacques, oui. Il y a un auditeur qui a lancé une question là, et je voulais un peu dire une chose, parce que j'ai tenu une discussion quelque part, quelqu'un dit, le RDPC, Paul Biya, a tellement fraudé que sinon il était battu à plate couture. Et je lui ai dit de me donner quelques pistes de fraude. Il m'a donné 3 exemples. Il me dit, la région du sud-ouest, la région du sud-ouest n'a personne qui pouvait voter. La région du nord-ouest n'a personne qui pouvait voter. Et on soupçonne même les fraudes à l'extrême nord. Alors j'ai pris ma petite calculatrice, j'ai déposé. J'ai dit, ok, dans le sud-ouest, donc c'est les voix de Issa Tiroma qui sont vraies. Il dit oui, j'ai dit mais là. Mais Paul Biya 0 au sud-ouest. Voilà. Mais Paul Biya 0 dans le nord-ouest. Voilà. Mais Paul Biya 0 dans l'extrême nord. Quand vous additionnez, ça donne 845 voix. Vous enlevez sur 2 400 000. Paul Biya reste en tête avec 1 800 000. Voilà. Pour vous dire tout de suite, Paul Biya n'a pas besoin forcément de tricher pour passer l'élection. Et ça confirme ce que je vous avais dit ici, que nous sommes dans une élection à un tour. Le premier vient avec 20%, il est élu. Non. D'accord. Alors bonsoir. Un faux calcul, Jean-Jacques. Un ministre, un ministre, s'il vous plaît. Si tu enlèves les voix, il faut les reporter quelque part. Mais les enlèves dans non, je vais lui poser. Je vais lui dire pourquoi. On ne reporte pas quelque part. Ils ont dit qu'il n'y a pas les gens là-bas. Vous reportez comment alors qu'il n'y a pas de gens? Donc c'est 0. C'est 0. On a laissé, il n'y a que les gens de Tiroma là-bas qui lui ont donné les voix. Donc pour le RDPC, il n'y a pas. Et que c'est 0. Jusque-là, Paul Biya est en tête. Je dis en éliminant 3 régions. Bonsoir, Jean. Extrême nord, sud-ouest et nord-ouest. Enlevé. Paul Biya reste en tête. Vraiment, donc, à un moment donné, il faut dire la vérité aux Camerounais. Qu'on est en train de vous tromper. Là où on vous envoie, là, c'est un mensonge. On avance. Bonsoir, Jean-Jacques Zé, un ministre qui dit qu'on peut vivre avec 36 000 francs au Cameroun. Est-ce que c'est normal, ça? Ça montre un déphasage avec le peuple. Et le RDPC a même le courage d'envoyer leurs communicants sur les plateaux. C'est bien triste, vous n'avez pas signé le 242. Bonsoir. Un seul président a félicité Biya. Dans le monde, plus de 24 heures après, c'est curieux. Tous les autres sont muets. Même son voisin Sassou, vous écrivez du Congo et vous dites qu'il n'y a qu'un seul président gabonais qui a fait jusque-là. Maintenant, c'est eux qui sont importants, c'est ça? On est quand même... Alors... On va trouver, là c'est long, c'est ce genre de messages, on ne peut pas toujours les lire. C'est une école, une encyclopédie. Bonsoir Jean-Jacques Zé, qu'à votre liste panel, taux d'abstention 42,24%, soit environ 3 millions quelque chose de personnes. Une fois encore, nous passons à côté de l'histoire en refusant d'une part d'aller voter massivement, d'autre part de faire une coalition forte, encore 6 ans. Et 364 jours, vraiment c'est très long, prise depuis Bafan, qui fait un petit calcul simple et constate que vous n'avez pas pu faire une coalition et l'abstention a encore dicté sa loi. Bonsoir le panel, les chiffres ne reflètent pas les réalités de la situation du pays. Regardons les chiffres du NOZO uniquement. Vous pensez clairement que ce secteur peut voter Biya? C'est ça le mystère. Moi, j'ai demandé de lui donner 0. Non, pas 0. Moi, je peux expliquer le vote du NOZO. Oui, vous allez réagir. Bonsoir Jacques. Et bonsoir au panel. Monsieur Feudieu nous parle de Tiroma et alliés qui mettent le pays à feu et à sang. Peut-il nous dire si la population est armée? Sait-il que l'armée actuellement tire sur le peuple et emporte les cadavres de ces derniers? 35 pour Tiroma, c'est juste parce que les choses se sont traficotées pendant les 15 jours d'attente. Sinon, le RDPC n'aura pas ci ou ça. On a dit également que est-ce que c'est plus facile de truquer en un jour qu'en 15 jours? Si vous n'avez même pas accès à Doumentan et qu'on vous dit que le résultat c'est là-bas en un jour, vous faites comment? Bonsoir, le représentant du RDPC est limpide à souhait dans l'explication des chiffres. Pour une fois, chapeau, monsieur Feudieu, c'est honoré depuis Douala qui salue monsieur Feudieu pour la clarté. Le représentant du RDPC, vous dites quelque chose et son contraire. Vous-même avez gagné au sud et à l'est, ce qui prouve que c'est aussi communautaire. Pourquoi l'est est dans la rue? Je ne sais pas si c'est l'Est qui est dans la rue.
parce que c'est une notion assez compliquée. Les gens qui cassent à l'Est, on l'a bien identifié. Les gens qui ne peuvent pas entrer dans le détail. On ne va pas même entrer dans le détail. On respecte Mais nos voisins, on respecte... Vous aurez toutes les informations lorsque le moment sera venu pour savoir qui, effectivement, est en train de casser de ce côté-là. Le monsieur du RDPC dit que le vote est communautaire, donc le président qui a un grand pourcentage dans le Nozo est là, donc, et là, c'est pas donc logique. Sandrine, depuis Douala, dit que comment ça se manifeste alors dans le Nozo, le vote communautaire. Bonsoir, les votes de voix ne sont pas au hasard, dit au monsieur du RDPC de me rencontrer et je lui dirai comment ça se passe à l'université Jules de Locpom. Il se passe quoi à l'université Jules? Dites-nous aussi, partagez-nous cela, que ça se passe comment. Bonsoir, je ne suis pas admirateur de Paul Biya, mais les casses au Cameroun doivent être réprimées. Le chef de l'État est responsable des échecs comme des succès. Tiroma, qui se présente comme président des casseurs, doit répondre de ses actes. Laisser les enfants à l'abri pendant que d'autres meurent est une lâcheté. Dites à M. Soum que le ministre ne travaille pas pour le président, mais plutôt avec le président pour le peuple. Même s'il est vrai que la réalité est souvent différente, car certains se sentent redevables parce qu'ils préservent leur carrière. C'est Roméo qui vient avec cette prise. Non, il dit qu'on ne travaille pas pour le président, mais on travaille avec le président pour le peuple. Alors, et quels sont les carriéristes qui dérangent? Jean-Jacques, je trouve ça très ridicule que le représentant du RDPC se dise qu'une localité devrait féliciter le parti pour les routes, étant donné que c'est l'un de... Voilà, c'est son travail. Je suis contre les marches post-scriptum. Voilà, tout le monde est contre les marches, mon frère. C'est bon. Bonsoir Jean-Jacques, monsieur Feuze a voté Tiroma. Peut-être qu'il vous connaît. Alors, les gens disent que l'opposition, ça n'a pas beaucoup marché parce qu'il n'y a pas eu cette forte coalition. Si on l'avait envisagé, on aurait pu... Jean-Jacques, je vais apporter un démenti formel à cette histoire. On aurait pu bousculer davantage le président Biya, parce que sans coalition, quand même, on est pratiquement à 42 pour l'opposition. Jean-Jacques Zé, la coalition dont on parle, la coalition des candidats, elle ne vaut rien du tout. Pourquoi? Mais regardez, non. La coalition des candidats... Ça, c'est le résultat. Mais si on l'avait envisagé avant... La coalition des candidats, Jean-Jacques Zé, oui. Il n'y aura jamais un candidat de l'opposition. Pas unique, mais au moins une sorte de coalition. Il y a eu des coalitions. Il y en a eu. C'était forte, c'est quoi? Non, là, vous dites, par rapport à quoi? Il y en a eu. La preuve, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a eu 35%. C'est ça la réalité. Vous imaginez que si tous étaient derrière... Tous, ça veut dire qui? Ce n'est pas possible. Chacun a son ambition, Jean-Jacques Zé. Je vous l'ai dit au départ. Il est difficile pour quelqu'un qui fait la politique depuis 7 ans de s'allier à un homme qu'il estime qu'il a rejoint il y a 4 mois. Ça, je le reconnais. C'est très difficile. Mais vous l'avez fait. Nous, on l'a fait parce que... Nous l'avons fait sur le plan programmatique. C'est-à-dire... Vous avez fait ce qui est difficile. Vous avez rendu ça facile. Pourquoi les autres ne l'ont pas rendu facile? Parce que peut-être le Cameroun passe après leurs intérêts. D'accord, c'est ce qu'on a entendu. À l'UPC, le Cameroun passe avant nos intérêts. C'est ce qu'on a entendu dire. Comprenez? Mais je vous dis au départ que la question des partis ou des candidats ne marche pas. Il faut se mettre en osmose avec le peuple. Et c'est ce qu'il faut travailler. Mais le peuple vous a demandé que montrez-nous quelqu'un. Non. En fait, ce peuple-là, c'est un construit du RDPC. C'est un construit. D'accord. Qui attend de voir ce qui est possible. Des coups, là. Non, Jean-Jacques Zé. Si vous mettez, si vous jugez l'abstention, vous comprenez, non? L'abstention, c'est aussi le fruit d'une déception. On vous a demandé quelque chose, vous ne l'avez pas fait. C'est pas seulement. Il vaut mieux que Biya gagne. Non, c'est pas seulement ça. Ça peut être ça également, c'est aussi ça. Oui. Mais ça peut être que ça nous intéresse parce qu'on dit aux gens, même si vous faites quoi, Biya va gagner. C'est le conseil du RDPC. Nous sommes représentés partout. Les gens pensent que là où tu n'es pas représenté, tu ne peux pas gagner. Ça veut dire qu'on avoue la fraude. Jean-Jacques, autant vous dire que si vous n'avez pas possibilité de voir 31 000 observateurs, vous ne pouvez pas gagner. Ça veut dire qu'on estime que l'ECAM n'est pas neutre. Mais l'ECAM doit faire son travail. Si vous êtes justement structuré, vous pouvez leur opposer la réciprocité. Ouais. C'est pour ça. C'est ce que je dis. On n'a pas besoin d'être partout. Et l'ECAM n'a qu'à être neutre. Puisque son PV, qui en cas de contestation, tient lieu de véritable preuve. On n'a pas besoin d'arriver au PV. Si vous êtes déjà massivement votant. Voilà, il faut d'abord voter massivement. Ouais. Mais nous avons quand même eu, je n'ai pas envie de revenir sur les petites choses qui sont criminelles. Nous sommes rendus compte. Vous dites que ceux qui parlent de l'absence de coalition, qui aurait joué à la défaveur de l'opposition, se trompent. Ils se trompent parce que ça n'existera jamais. Mais moi, je vous dis qu'il y a la possibilité technique de voler. Dès lors que vous avez un procès qui a 4 pages,
et que les signatures sont la première et la dernière. Tout est possible. On est d'accord là-dessus. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis... Ça aussi, c'est un construit. Le jour que les Kamna... Le jour aussi. Je suis d'accord avec vous. Et les Kamna, cette affaire-là, et les Kamna n'est pas neutre. Et ils vont tricher. Non. Et les gens disent que... Et les Kamna demandaient qu'on arrive à parfaire le système électoral. Eux-mêmes sont demandeurs. Le système électoral est tellement sérieux que ça ne peut être l'objet d'une simple loi qui passe par la majorité de l'Assemblée nationale. Ça va faire l'objet d'un consensus politique national. Parce qu'en fait, c'est avec ça qu'on construit l'histoire du Cameroun. Et c'est urgent. Moi, je voudrais finir en vous disant que je suis contre les casses. Il faut le savoir. Absolument. Parce que moi, que je suis contre les casses. Mais je dis lorsque le peuple est frustré, il faut tenir compte des causes également. Pour éviter les conséquences, il faut tenir compte des causes. Lorsque vous voyez les jeunes qui cassent, qui volent, parce qu'il faut utiliser les termes réels, pour la plupart, ils ont moins de 20 ans. Il y a même les 13 ans. Non, ils ont moins de 20 ans. Il y a des 13 ans dedans. Il faut se poser la question, qu'est-ce que ces jeunes qui, en réalité, je ne suis pas certain qu'ils défendent une victoire ou pas. Ils n'ont pas voté. Ils n'ont même pas voté, ils défendent donc rien. C'est les chefs des parents. Non, c'est la responsabilité parentale. On en vient. Ces jeunes veulent quoi, Jean-Jacques Zé? Si nous allons dans les quartiers comme moi, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école faute de moyens pour leurs parents. Pour ne pas avoir un enfant à la maison, ne pas avoir de quoi l'envoyer à l'école, ne pas avoir de quoi le nourrir, le contenir, ce n'est pas possible pour pas. À moins que vous ne fassiez, vous deux prisonniers. Donc la réalité, c'est que les gens ont des soucis. aussi que quand on ne peut pas faire un enfant, on ne le fait pas. Je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques Zé. Ça, c'est nouveau. Jean-Jacques, c'est nouveau. Dans notre culture, vous et moi, Jean-Jacques Zé. La richesse, c'est les hommes. Culture aveugle. Il faut l'adapter Jean-Jacques Zé. à la réalité. Aujourd'hui, c'est vrai. Jean-Jacques Zé. Oui. Mais hier, c'est celui qui avait les hommes qui étaient riches. Ils étaient au village, ils faisaient les plantations. Ça n'a même pas... Ils sont venus s'installer en ville. Voilà, ça n'a pas trop changé. Dans notre culture, on va nous apprendre ça autrement. Mais j'ai dit, pour le moment, il faut regarder, il faut se poser pourquoi les jeunes en viennent à voler. Parce que qu'est-ce que les gens cassent? La rancune veut qu'on s'en prenne aux riches. Quand j'ai le caméra riche, madame le maire est riche, l'autre est riche, on s'en prend eux. Mais c'est au mauvais construit aussi. Je suis d'accord avec vous. Et ce sont les parents qui font ça dans leur tête. Je fais le narratif. Oui. Ce sont les Il parents. faut questionner et dire, est-ce que si les jeunes étaient occupés, et s'ils avaient quelque chose à manger, est-ce qu'ils voleraient? Non. Les politiques casseraient. Parce qu'ils gagnent quelque chose dans la casse. Ils font du chantage politique. Et moi, j'ai dit, il faut s'occuper des conséquences. Nous sommes là maintenant. On a un résultat. On analyse les causes du résultat, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'on fera demain, Jean-Jacques? Est-ce qu'on va reconduire les mêmes fautes? Je prends un exemple. Pendant les routes, pendant la campagne électorale, on a commencé à faire les routes. Ça s'est arrêté, non? Ça s'est arrêté. Non, ça ne s'est pas arrêté. Ouais, Benoît. Je prends un cas précis. Moi, je viens d'avoir discuté pour toi. Il y a des chantiers ouverts encore. Non, peut-être pas tous, si vous êtes à la montée, si vous êtes à Kondengui, montée carrossée, ça a abandonné. Encore que là-bas, on faisait la route avec les pelles, comme à la maison. On cimentait les routes. On cimentait les routes. Donc je dis, mais on est en train de il faut qu'on tire les leçons de cette histoire. La première chose, c'est qu'aucun pays ne se construit dans la violence. Très bien. Il faut le dire clairement. Je peux même applaudir. La deuxième chose, c'est qu'un pays ne se construit pas avec le vol. On ne peut pas avoir 13 000 milliards d'endettement vis-à-vis d'un pays et ne pas avoir le résultat sur le terrain. Un pays ne se construit pas en rétro-commission que moi je passe un marché, je m'en fous du reste après. Il faut que le président Biya, qu'il pose un acte. J'en viens. Autant j'attends que le président Tiroma prenne la parole. Il l'a prise il n'y a pas longtemps en disant pas de casse, machin. Mais c'est un cadre restreint, je le comprends. C'est que ce ne parle que là où il est. Il a dit pas d'armes, pas de casse, pas de violence. Mais dans un cadre restreint. Il faut qu'il prenne la parole pour au moins dégager sa responsabilité vis-à-vis des casses. Il faut qu'il le fasse. Je n'ai pas dit qu'il félicite Paul Biya. Politiquement, il ne le fera pas. Non, il ne le fera pas. Mais au moins, qu'il dise aux Camerounais que je ne vous ai pas demandé de tuer vos frères. De ne pas le casser. Deuxième chose, le chef d'État est déjà élu. Qu'il prête serment ou pas, il est élu. Il peut parler aux Camerounais. Puisqu'il a commencé à parler à travers un communiquant en regrettant les morts. Il faut qu'il rassure. Parce que ce qu'on attend du président Biya aujourd'hui, c'est quoi? Malheureusement, c'est qu'il nous prouve qu'il a l'entière responsabilité du pouvoir que le peuple lui a confié. On est d'accord. S'il ne le fait pas, parce qu'en fait, il faut faire adhérer les gens à sa politique. Et à lui. Parce que les gens lui ont montré qu'on ne croit plus à ses ministres. On ne lui croit pas. Enfin,
la majorité. Ça s'est manifesté. Comprenez? Maintenant, il faut au moins qu'on croit à lui. Quelque chose va être fait. Il faut au moins à lui que les gens arrivent à croire. Je suis certain que lorsqu'on a 73 ans de service, on sait ce qu'il faut faire pour que les gens adhèrent au moins à votre personnalité. Parce qu'aujourd'hui, ça menace d'être le rejet des préposés de Paul Biya, plus tard son propre rejet, il ne mérite pas ça à son âge. D'accord, on sort de l'émission. Le candidat du RDPC a gagné, c'est vrai, mais la leçon qu'il nous revient de tirer, c'est qu'une bonne fourchette de ses militants l'ont trahi. On ne peut pas imaginer qu'un parti aussi fort comme le RDPC offre 2 millions de voix à son champion. En faisant une simple analyse arithmétique, nous voyons bien que la moyenne est de 200 000 votants par région, ce qui questionne sur le véritable militantisme au sein du RDPC et même un vrai malaise en interne qui risquerait faire prendre un coup à ce parti lors des prochaines consultations, parce qu'on est déjà en train de penser aux prochaines consultations. Tout ce qui se passe dans les autres régions du pays, non, je ne suis pas là pour juger ce que la CRTV montre ou ne montre pas. Tout ce qui, voilà encore ce même message-là, ils ont leur ligne éditoriale. Et bonsoir, la route montée Ponias à Dakar abandonnée, voilà une autre route de ce côté-là abandonnée. Bonsoir, le grand modérateur Jean Azek, je suis de ceux qui pensent que l'élection présidentielle actuelle a été la plus transparente qui soit depuis au moins 2004. Plusieurs Camerounais en parlent, ils parlent de la tenance au pouvoir. Aujourd'hui, ont mené une campagne de sabotage contre le jeune Cabral au profit de deux vieux qui marchent coude à coude depuis presque 30 ans. Que vous voulez l'alternance, mais vous choisissez un ancien ministre de 25 ans en poste, l'un des plus fervents défenseurs du régime. De qui se moque-t-on? C'est long, je vais m'arrêter là. Si les jeunes avaient voté Cameroun n'auraient pas trop. Macalister, merci pour ce message-là. Bonsoir. Les jeunes tous les chiffres doivent prendre leur source dans le décompte des citoyens. Combien sommes-nous exactement? Question du recensement. Si on ne peut pas le dire exactement combien nous sommes, les autres chiffres sont-ils dignes de foi? Donald Nkwaban, belle préoccupation également. Salut, une salutation. Tout le monde connaît le vrai résultat, mais ils ont choisi la personne qui, on n'est plus là, celui qui a gagné ou qui a perdu les enseignements. Monsieur Jean Laxé, c'est Ben Palmer. Le vieux type, vous voyez que vous me manquez de respect aux gens et vous les posez des questions. Bonsoir, grand modérateur, pour ma part, que les leaders de la révolution prennent le devant de la scène pour mener à bien la scène, pour mener à bien la revendication. Au cas contraire, que le peuple baisse la garde et que la population continue de supporter en attendant que le roi parte, parce que actuellement, c'est justement les innocents démunis qui sont en train de payer le prix. Vote au Cameroun communautaire et non idéologique. Les excuses malheureusement comme le responsable de l'ECAM, comme nous sommes fatigués de 43 ans, je sais pas trop, je voulais saluer nos frères des États-Unis qui nous ont envoyé un message sur la situation d'un commandant de brigade du côté de Garoua avec des photos de grosses blessures au crâne et autres là. Je crois que véhicule vandalisé et brûlé. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut bien, tout le monde est contre les casses et les atteintes à l'intégrité des citoyens, quels qu'ils soient. Bonsoir, plateau, question. Si à 93 ans, l'homme n'est pas sage, à quel âge sera-t-il sage? Avec tout l'amour que les Camerounais ont exprimé pour cet homme, pourquoi cette mauvaise décision à cet âge-là? Je ne sais pas trop à quel niveau ça agit décidément. Il se représenter. Alors, il se représente. On sort de l'émission. Un mot sur les perspectives. On a ces chiffres qui parlent. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le président est élu. Il faut accepter la réélection du président de la République. Il est élu. Oui, et appeler au calme à ceux qui nous écoutent. Déjà, je vais m'intéresser à ce qui a été dit concernant Issa Tourma Bakary et Maurice Kamto. On n'a qu'une minute. Hein. Oui, si on ressort ici que ce sont les électeurs de Kamto qui votent Issa Tourma, que Kamto prenne sa responsabilité en disant à ses électeurs: je vous ai envoyé faire la campagne de Issa Tourma, mais je ne vous ai pas envoyé casser le Cameroun. Donc moi, je pense qu'à ce niveau-ci, les responsabilités sont partagées entre lui et Issa Tourma, parce que notre destin, c'est le Cameroun. J'appelle au calme et la stabilité, et que les forces de maintien de l'ordre restent républicains et professionnels. Merci. Bachir Blazer, M. Zeytirouma doit mettre fin à tout cela. Il a 80 ans, il envoie les enfants de moins de 20 ans mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le président est élu. Quelles pourraient être ses priorités?
Bon, Jean-Jacques Zé, il est élu. La priorité, c'est que l'ensemble des acteurs appellent au calme. Parce qu'on n'évalue pas un homme politique dans sa capacité à détruire, mais on l'évalue dans sa capacité à construire. Il faut noter que nous avons un héritage à laisser aux générations qui viennent. Avant nous, il y avait le Cameroun. Pendant nous, il y avait le Cameroun. Et après nous, il y avait le Cameroun. Et on ne gouverne pas les morts. Je sais qu'il y a beaucoup d'ego entre nos aînés, mais il est important aujourd'hui de comprendre que ces enfants se sentent abandonnés par la nation et que les politiques publiques doivent mettre au devant l'humain. Parce que toute politique publique qui ne met pas au devant l'humain est appelée à créer chaque fois des situations de crise. On ne peut pas vivre avec un pays qui a les foyers de tension partout. Ce n'est pas une bonne image par rapport à notre public. D'accord, bonsoir. Nous sommes à Berthois. Ceux qui cassent sont les ressortissants d'une certaine communauté, entre guillemets, on a compris. Nous, population de l'Est, nous nous désolidarisons des actes et nous restons attachés aux institutions. Paul Biya a gagné, c'est Junior du côté de Berthois. Nous poursuivons demain notre série sur les leçons et les messages. Je regarde la réalisation. Quelques minutes. On va tenter de piquer. Voilà. Oui. 30 secondes, 30 secondes. Voilà, je voulais vous dire que je pense qu'on ne gouverne pas un peuple avec la majorité qui est contre. Je pense que le président actuel, au-delà de tout ce qu'on a dit avant, non au casse, non que je prenne la parole, mais le président doit engager immédiatement un dialogue avec tous les acteurs politiques, même la société civile, afin de comprendre, d'analyser et de prendre les bonnes décisions. Pas seulement le petit groupe qui l'entoure depuis un certain temps et qui l'a trompé. D'accord, vous 30 secondes. Oui, comme nous avons été unanimes ici, nous sommes contre la violence. Et pour cette raison, une fois encore, j'appelle la sortie de M. Issa Chiroma pour passer son message. Alors, le RDPC a intégré la leçon. Parce que 35% plus, ça fait 42% de la population électorale qui a sanctionné, qui a passé son message. Et je peux rassurer à la population que au sein du RDPC, on a compris et je suis certaine que le président a compris. Et ce qui est sûr, dans un très bref délai, ils verront la réponse du président. Parce que le président même a été très prophétique. Quand vous lisez sa profession de foi, vous voyez que le premier point, c'est la paix. La recherche, la reconstruction de l'unité nationale. Donc, ça veut dire qu'il voyait déjà quelque chose qui n'allait pas et ça sera sa priorité. Demain, on fera la suite de notre émission, la même série qui analyse les chiffres et nous engage dans la perspective. Il y a des élections qui arrivent, il y a un remaniement qui est souhaité, il y a des ministres qui vont être notés dans ce programme parce qu'on ne peut pas lire les résultats et détacher les leaders dans ces différentes communautés ou ces différentes zones électorales. Très bonne soirée sur Info TV.